Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir amateurs de course, bienvenue à cette semaine aux courses, édition du 26 avril. J'espère que ça va bien. Mon nom est Anthony Marcotte, bien heureux de vous retrouver avec mes partenaires de toujours, Kevin Lusignan et l'ami Tommy Lavallée. Salut Tommy, comment ça va? Salut Kevin. Salut Anthony. Comment allez-vous mes chums? Ça va super bien, ça va super bien. On sait qu'en temps normal, on se préparait à une saison de course. Malheureusement, c'est pas le cas présentement, mais on a en masse de stock de course à jaser, du moins pour l'instant. On se prépare quand même. Je constate que nos équipiers, nos pilotes sont déjà à pied d'œuvre depuis belle lurette pour se préparer à une saison qui va commencer un jour. On ne sait juste pas quand et pendant combien de temps ça va durer. Ça, c'est sûr. Et on aura l'occasion de jaser de cet épineux sujet dans environ une quinzaine de minutes, alors que Dominique Lucier sera avec nous pour jaser les projets du RPM Speedway de l'autodrome Granby. Parce que, bon, les perspectives avant la mi-juin sont assez faibles pour présenter des programmes de course devant spectateurs, ça c'est clair. Et également au menu aujourd'hui, on va revenir sur le dernier week-end d'action du côté de Bristol. C'était le dernier week-end où la terre battue recouvrait le circuit et c'était non les moindres. Les sprint cars étaient très attendus, tout comme les modifiés gros blocs. On fera un survol complet de ça. On va jaser également d'IndyCar, de NASCAR et on aura comme d'habitude en conclusion d'émission nos résultats à travers la scène des courses sur terre battue. Alors, bienvenue tout le monde dans cette semaine aux courses et sans plus tarder, le tour de table sur ce qui s'est passé cette semaine à Bristol. Kevin Midibeu-Hébert se joint à nous. Bienvenue tout le monde dans le tour de table des gars de course. Messieurs, en fin de semaine, toute l'attention était du côté de Bristol à nouveau. Les modifiés, les sprint cars étaient très attendus. Et évidemment, les sprint cars, ça le dit dans le titre, hein? Ce sont des voitures extrêmement rapides et ils l'ont prouvé encore une fois en fin de semaine. La vitesse était à l'honneur. Oui, c'est pas compliqué, Anthony. Lors des pratiques du jeudi soir, certains étaient déçus un peu de la vitesse atteinte par les sprint cars. Même chose ce vendredi, on était un peu plus rapide, mais tout de même, on est resté un peu sur notre appétit. Mais avec la pluie qu'il y a eu là, samedi, dimanche après-midi, ça a été incroyable. C'est plus de 15 pilotes qui ont abaissé le record qu'avait justement le Sammy Swindell chez les sprint cars. Donc, c'est un très rapide là, qu'on a vu le dimanche du côté de Bristol, oui. Donc, c'était Sam Afferteep Jr. qui était le plus rapide lors de la journée de dimanche. C'est vraiment les temps là, qu'on voulait voir. On voulait voir la différence avec les sprint cars, avec la série de la Cup, et vraiment, là, c'était même pas serré. Kevin Lusignan, on craignait que les sprint cars, il arrive une catastrophe. Ça, c'est pas arrivé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Même, je dirais même que dans les deux classes en fin de semaine, il n'y a rien eu de majeur au niveau des accidents. Non, effectivement, on avait dit la semaine passée, avec les vitesses folles, justement, des fois vient le fait qu'on ne court pas souvent du côté de Bristol, mais ça s'est bien passé. Puis c'est le fun parce que, regarde, je pense que ça vient juste augurer à ce qu'il y ait un prochain événement qui se fasse peut-être l'année prochaine également, avec l'avenue encore à nouveau de la NASCAR qui va être sur la terre du côté de Bristol. Fait on voit que c'était du positif là-dessus.
mais ça reste que, tu sais, quand tu atteins des vitesses aussi rapides que ceux-là, et que on l'a vu, là, les voitures sprint cars ont été plus vite que les voitures de la NASCAR Cup, ça reste que c'est le petit risque toujours la première fois, mais là, on peut avoir le cerveau tranquille pour les années à venir. Tu sais, souvent, on va regarder, messieurs, les séquences via Internet. On met ça sur notre télévision, puis c'est quand on est là sur place qu'on se rend compte à quel point ces voitures-là sont rapides. Je pense que ça rend pas justice à la vitesse qu'on voyait sur l'écran de télévision. Moi, quand je lisais sur mon compte Twitter toute la fin de semaine, des gens gravitant dans le monde du sprint car être extrêmement impressionnés de la vitesse des voitures, ça en dit long sur ce que ça devait être sur place. Oui, bien, on voyait, il y avait une caméra installée dans la courbe numéro 1 là, qui filmait les voitures vraiment stables. Là. On voyait les voitures passer. C'était incroyable la vitesse, l'effet de vitesse qu'on avait. Et je vous le disais, justement, on le regardait là, en se parlant sur un programme. Puis même les modifiés là, rentraient très rapidement. Et à Fur Tape, là, c'est 140 000 à l'heure de moyenne. C'est incroyable. J'aurais aimé voir au bout du doigt à quelle vitesse que ça allait. Oui, étant donné qu'on est comme au-dessus, on voit un peu moins la vitesse. Là, c'est peut-être ce qui a manqué, mais je m'imagine, là, lorsqu'on pourra avoir des estrades pleines, là, ce que les gens vont vous dire par rapport à ce qu'ils ont vu. Là, vraiment, je pense que l'année qu'on va pouvoir mettre des spectateurs là, en grand nombre dans l'estrade, c'est là que ça va faire une différence et que ça va devenir vraiment un succès. Là. Kevin Hébert, t'as pensé quoi de la qualité du spectacle à Bristol? Moi, c'est le spectacle des modifiés qui m'a vraiment impressionné. Les sprint cars de David Gravel a vraiment impressionné, mais en modifié, là, c'est la performance de Friesen qui est parti mi-peloton puis qui a remonté là, le premier soir. C'est vraiment l'incroyable pilotage qu'il y avait, la voiture qu'il y avait qui était sans aucun doute meilleure que les autres, puis qui a répété son exploit pas le lendemain vu que ça avait été annulé, là, mais le dimanche. Je pense que Friesen était dans une classe à part. Puis vraiment, le show du dimanche, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aussi là, avoir resté sur leur appétit face aux courses. On s'attendait à beaucoup plus. Par contre, moi, j'ai vraiment été impressionné de voir la course du dimanche, voir Drelos qui a été capable d'aller chercher une deuxième position, McLaughlin qui a complété le podium. Du monde qu'on voit plus rarement justement dans le top 3, dans le top 5. Mais qui ont été capables de faire une belle course. Puis, malgré que ça reste très rapide, là, les voitures qui reçoivent le drapeau bleu, donc ceux qui sont les voitures retardataires, vont vraiment venir jouer ils mettent leur touche de grain de sel là, parce qu'on ne sait pas nécessairement où se garrocher. Il y en a qui rentrent moins vite. Ça joue vraiment de la partie rentrer dans les retardataires. Puis on l'a vu là, à quel point que ça l'a aidé justement, plus en sprint car, David Gravel, comment ça l'a aidé là, justement à gagner sa course. On voit les séquences justement de l'épreuve de vendredi soir où Stuart Friesen, tu disais, Kevin, était parti quand même assez loin dans le peloton, n'a pas tardé à se retrouver à l'avant et compte tenu de la qualité du peloton, c'est très impressionnant. Puis Tommy, dans ton cas, on s'en discutait en message privé au cours du week-end. Clairement, Stuart Friesen est dans une classe à part. Il est l'homme à battre à chaque fois qu'il se présente sur une piste de terre battue. Avec son modifié, n'est-il pas venu pour lui là, de regarder davantage encore là, chez le late model où il y aura clairement plus de compétition pour lui? D'un côté, on ne peut pas en vouloir à Stewart de revenir vers ses racines qui sont les modifiés. Le propriétaire de sa camionnette en NASCAR est propriétaire également d'Orange County Fair Speedway, une piste de modifiés. Donc, on ne peut pas vraiment en vouloir à Stewart, mais vraiment, à chaque fois qu'on le voit sur le circuit, là, vendredi, là, c'était une soirée parfaite. Là. A été le plus rapide en qualification, a remporté sa qualification. Par la suite, a remporté la finale, a été le plus rapide également en finale. Vraiment, ça a été toute une soirée là, de sa part. PG 8e, on s'attendait peut-être à avoir un meilleur spectacle. Mike Mahoney a peut-être été un peu dérangé, disons, par Keith Flack, qui était un retardateur lors de la première course. Mais quoi qu'il en soit, Friesen, aussitôt qu'il a mis le nez devant, c'était incroyable. C'était une demi-seconde à chaque tour et par la suite, c'était vraiment terminé. Et vraiment, derrière lui, on a Tyler DePaul et Matt Williamson. Mais ce qu'on remarque vraiment, et c'est surtout du côté de la course de dimanche, oui, Drelos a terminé 2e, oui, McLaughlin a terminé 3e, mais je regardais pour trouver un hard charger et c'est incroyable à quel point les positions n'ont pas vraiment changé. Ouais. Un bond de 3 positions, je crois, aurait gagné le hard charger dimanche. Donc, oui, c'est très rapide.
C'est très spectaculaire, mais au niveau des dépassements, j'aurais aimé peut-être voir un peu plus de tours. Est-ce que Manny a été un peu dérangé par les ennuis là, qu'on voyait à la roue avant-gauche? Il y avait une certaine fumée là, qui s'échappait de cette voiture-là. Drelos est venu très, très près dans les derniers tours de Friesen. Est-ce qu'on aurait été capable d'aller le chercher ou Friesen, justement, aurait vu Drelos et aurait accentué son avance? On ne le saura jamais puisque ça s'est terminé à ce tour-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur leur appétit au niveau du spectacle en piste. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, comme on disait tout à l'heure. Puis, je pense que on le disait avant la fin de semaine à Bristol, ça va ressembler beaucoup à Lebanon Valley. Et lorsque les sprint cars vont à Lebanon Valley, certains soirs, disons, là, la plupart même, les dépassements sont très rares parce que ça va tellement vite. On a vu des pilotes être assez prudents. Là. On n'a pas tenté le slide job du week-end. Vraiment, on y allait quand la porte était grande ouverte. Parce qu'avec ces vitesses-là, il faut le savoir, il y a plusieurs modifications qui ont été faites sur les voitures. En modifié là, à partir des pratiques de jeudi, il y a certains pilotes là, qui ont ajusté le banc justement à cause de l'inclinaison dans les virages. On ne voyait pas à l'avant. On a baissé le banc. Il y a certains pilotes également qui ont installé une barre entre les deux poteaux de choc à l'avant pour solidifier celui en avant-droit. Donc, on a fait des changements là, dans la nuit de jeudi à vendredi. Également, en sprint car, on avait renforcé le châssis à quelques endroits. Un gars comme Donny Schatz avait coupé son aileron là, pour avoir une meilleure visibilité. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a vraiment vues que seulement à Bristol, étant donné les vitesses et l'inclinaison du circuit. Là. Évidemment, les conditions de piste du dimanche après-midi, c'est pas idéal. C'est un programme qui devait être présenté en soirée la veille, qu'on a remis en après-midi dimanche. Peu importe le circuit, des courses sur terre battue en plein jour, en plein soleil, c'est jamais très, très évident. Est-ce que ça a influencé peut-être les conditions de piste? C'est possible. Mais moi, je me demande surtout si le fait que ce soit tellement incliné à Bristol, ben, c'est un petit peu moins favorable à ces slide jobs qui sont tellement importantes en sprint car pour avancer. Si tu n'es pas capable d'en faire, ça va être très difficile de réaliser des dépassements. Oui, étant donné que tout le monde était le pied au fond, ça devient très difficile. On le voyait lors des time trials, lors des essais. Les voitures étaient très nerveuses dans les virages. Les pilotes, là, y allaient de petits coups de volant pour tenter d'être le plus droit possible dans le virage, ne pas perdre de vitesse. C'était vraiment, on cherchait de la vitesse, beaucoup plus qu'on cherchait une ligne là, pour aller faire des dépassements. Donc, c'est une particularité du circuit d'un demi-mille de Bristol. On va voir ça peut-être l'année prochaine. Je crois bien qu'on va être de retour du côté de la série Dirt parce que, justement, est-ce que ça va valoir la peine de faire seulement qu'un week-end sur terre battue là, si on y va seulement que le NASCAR? Donc, je m'attends vraiment à voir le même type de calendrier pour l'année prochaine et j'espère pouvoir aller voir ça une fois dans ma vie. Là. Oui, effectivement, c'est un détour obligé. Au niveau des résultats, au niveau des sprint cars, Kevin Hébert, c'est David Gravel qui a remporté les deux épreuves. Un balayage pour lui. Il était très, très rapide dans sa voiture tout au cours de la fin de semaine. Donc, effectivement, comme tu le disais, là, il a été très, très, très dominant tout au long pardonnez-moi, de la fin de semaine. Puis, au final, il a été malgré tout là, chanceux, entre autres le dimanche, Logan Stewart qui était premier, qui a manqué d'essence rendu au dernier tour. Ça l'a joué de la partie. Gravel s'en est de plus en plus. On semblait avoir une perte de puissance chez Stewart. Est-ce qu'avoir eu juste un petit peu plus, ça lui aurait permis de gagner? Peut-être. Mais encore une fois, comme tu dis, Gravel a vraiment été dominant tout au long de la soirée. Puis Tommy, là, tu avais les résultats à Bristol, justement. Je sais que le vendredi, rappelle-moi le nom de celui qui est parti 9e. Oui, c'est Aaron Rudzel, pilote recru dans la voiture Road numéro 83. Lui a fait une belle remontée. Arrivait très rapidement derrière David Gravel dans le trafic. Il y a eu un drapeau jaune à 5 tours de la fin. On se frottait les mains en disant on va avoir toute une lutte. Mais finalement, Gravel s'est sauvé très facilement. Et c'est Carson Macedo dans la voiture 41 qui a terminé 3e. Gravel, le deuxième soir, quand on t'en a parlé, Stewart, on parlait peut-être d'un bris mécanique ou avoir manqué d'essence. Là, on n'a pas pu avoir la version officielle, mais quoi qu'il en soit, dominait cette épreuve-là, avait une très, très bonne voiture, avait gagné le dash, était parti premier. Et Gravel était quand même, se rapprochait, mais est-ce que c'était lié justement au bris? Parce qu'on a vu Stewart aller très au large
alors qu'il n'y a pas été là, de la course. Et là, Gravel s'est rapproché. Et par la suite, on a vu Donny Schatz se rapprocher également de David Gravel. Donny Schatz, toujours à la recherche d'une victoire cette année là, chez les World of Outlaws, n'a pas été en mesure de dépasser. Et c'est lui qui a terminé deuxième, donc c'est Schatz. Et Reitzel a terminé troisième. Donc, encore une fois, le podium a quand même ressemblé là, les deux soirs. Là. Une fin de semaine quand même assez difficile pour le meneur au championnat, Brad Sweet, qu'on n'a pas vu de la fin de semaine. Mais dans le championnat World of Outlaws, c'est vraiment la passation du pouvoir. J'ai l'impression que Donny Schatz ne sera pas parmi les 3 meilleurs à la fin de l'année, tellement c'est plus compliqué pour lui d'aller chercher des résultats réguliers. Il a été clairement dépassé au cours des dernières années par Sweet. Macedo s'en vient, Sheldon Haudenschild aussi, et Logan Schuchart. C'est possible même que Schatz termine 4 ou 5e au championnat. Oui, puis c'est son expérience vraiment là, qui va lui permettre de terminer assez haut au championnat parce que lui va terminer ses courses alors que si on regarde Haudenschild, lui, c'est tout ou rien. Donc, va terminer sur le toit ou va aller terminer sur le podium du côté de Sheldon. Mais du côté de Schatz, il était très satisfait tout de même d'une deuxième position. À ses yeux, c'était comme une troisième parce qu'il n'aurait pas été capable d'aller chercher Schuchart. Mais c'est tout dire, là, un champion 10 fois de la série World of Outlaws qui arrive et qui veut tout remporter les courses et qui se contente d'une deuxième comme ça, c'est pour vous montrer le genre de début de saison qu'il a. Là. Exactement. Pour moi, un des moments forts de la fin de semaine, c'est pas nécessairement en piste qu'on l'a vu, c'est l'hommage qu'a tenu à rendre Rico Abreu à son idole, Jack Haudenschild. On savait qu'il y avait une entente, un partenariat avec Rico Abreu, qui est quand même natif d'une famille très fortunée de la Californie. On travaille dans l'industrie du vin en Californie, donc beaucoup d'argent à la famille Abreu. Et on a engagé Jack Haudenschild pour 24 épreuves en sprint car cette année. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a réservé toute une surprise en fin de semaine en faisant renaître une des voitures les plus mythiques de l'histoire du sprint car. Oui, Jack Haudenschild, lui, s'amenait à Bristol, s'attendait à courir dans une deuxième voiture de Rico, peut-être le numéro 24, arrive à Bristol et on annonce justement jeudi soir qu'on va avoir une présentation spéciale et c'est là que toute l'équipe de Dirt Vision avec Rico Abreu s'était mis d'accord là, pour justement montrer cette voiture numéro 22 Penzer qui est sortie de la remorque de Rico Abreu. Et c'était de voir le visage de Jack Haudenschild tellement fier de voir sa voiture. On le voit d'ailleurs à l'écran avec sa femme. Beaucoup d'émotions là, pour les deux. Malheureusement, au niveau des performances sur le circuit, ça va passer deuxième. C'est fait une frayeur, Jack, lors des premières pratiques, a échappé la voiture. Mais quoi qu'il en soit, c'était un très beau geste d'Abreu qui vraiment le redonne au suivant cette année, aide également Jason Sides à faire la saison. Il n'y aura pas grand résultat avec ces deux pilotes-là cette année, disons, puisque Haudenschild, oui, a une carrière incroyable présentement, il fait sa tournée d'adieu, mais du côté de Jason Sides, c'est un pilote qui a beaucoup de difficultés à accumuler les bons résultats. Peut-être qu'on manque un peu de budget, est-ce que Rico Abreu va aider? Parce que c'est un vrai de vrai 16. Là. Il se présente aux courses, son seul manque d'eux, c'est lui qui conduit la remorque. Donc, il faut lever notre chapeau à ces peut-être plus petites équipes-là là, qui n'en font du kilométrage d'une année là, pour la série World of Outlaws. On a rendu un très bel hommage, vous l'avez vu d'ailleurs, le palmarès du Wild Child Jack Haudenschild avec 300 victoires et plus au cours de sa carrière en sprint car. Il prendra sa retraite au terme de celle-ci et vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit très proche de son fils Sheldon qui retient du bonhomme, c'est le cas de le dire. Vraiment, là, ils ont les mêmes qualités de pilote. Ce sont deux gars très spectaculaires qui n'ont pas peur de prendre des risques au volant. Et ça plaît évidemment à beaucoup d'amateurs dans le sprint car. Et Sheldon va être un candidat très sérieux au championnat cette année. Il est extrêmement rapide. Et lui aussi, il est au sein d'une très bonne équipe de course. Donc, à suivre pour la saison. Donc, beau geste de Rico Abreu qui a d'ailleurs demandé à l'annonceur Johnny Gibson de ne pas nommer jamais Rico Abreu, peu importe dans ses annonces de commanditaires. Vas-y avec Pennzoil, puis ça va être correct. C'est comme ça que je veux qu'il soit présenté. Donc, très, très beau geste qui a retenu beaucoup l'attention dans les puits cette semaine du côté de Bristol. Et Anthony, tu parlais de la famille Abreu et de leur compagnie de vin. Là. Je vous invite à aller voir sur Internet un Abreu Vineyard
à quel prix ça se vend. Donc, c'est pas de la piquette, puis c'est pas un hasard qu'Abreu a autant d'argent que ça pour faire autant de courses de sprint car. Là. Exactement. Vous ne trouverez pas beaucoup de vins en deçà des $300 US. Donc, c'est vraiment des vins très haut de gamme que vendent la famille Abreu depuis plusieurs années là, dans la région de Saint-Helena, en Californie. Ce que j'allais dire, c'est que on va compléter notre tour de table avec une nouvelle toute fraîche qui concerne la Formule 1, qui va reprendre l'action à Kevin Hébert en fin de semaine au Portugal sur le circuit de Portimao. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on va présenter des courses qualificatives cette saison lors de 3 week-ends de Grand Prix. Donc, on va refaire complètement la formule des qualifications pour les différents Grands Prix de Formule 1 qui vont embarquer justement là, dans ces qualifications. Oui, comme vous le voyez à l'écran, là, le format d'une semaine de Grand Prix va changer. On ne l'appliquera pas à tout le calendrier. On va y aller 3 fois cette année au niveau du calendrier. On sait actuellement, là, à travers une brèche, probablement qu'à Monza en Italie, on va l'essayer. Peut-être à Silverstone, mais il n'y a rien d'officiel encore. La Formule 1, c'est pas avancé. C'est vraiment juste une brèche qui est sortie. Donc, c'est à quoi on doit s'attendre. Vous le voyez en ce moment, le premier vendredi, on a la première pratique, c'est 1 heure de temps. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Mais c'est tout de suite après. On tombe dans une qualification habituelle comme qu'on peut le voir, Q1, Q2 et Q3. La seule différence, c'est que ça ne sera pas pour déterminer l'ordre de la finale. Ça va être pour déterminer l'ordre de la préqualification. Donc, une course sprint qu'on appelle, ça va être une course de 100 km. Grosso modo, 25 à 30 minutes là, qu'on pense. C'est une course qu'on veut permettre aux écuries de vraiment tout donner sans arrêt au puits. Ça va être une petite course avec beaucoup d'action. Puis la différence, c'est que c'est cette course-là qui va donner l'ordre justement de la finale du Grand Prix là, du dimanche. Puis sinon, un autre petit ajustement qu'ils ont fait au calendrier, c'est qu'en Q1, Q2 et Q3 habituellement, la F1 avait le choix là, de prendre certaines gommes de pneus pour décider comment ils allaient partir leur Grand Prix. Là. On avait le choix entre la gomme tendre et la gomme médium. Donc, si on commençait avec une certaine gomme en qualification, on devait utiliser l'autre pour débuter le Grand Prix. Ben là, cette règle-là va être annulée. Donc, en qualification, il va falloir que tous les pilotes utilisent la même gomme pour permettre justement aux écuries de commencer la finale sur peu importe la stratégie qu'ils veulent. Fait que ça va vraiment venir pimenter les stratégies au niveau de la course du dimanche. On va avoir différentes stratégies, différentes prises d'action au niveau des arrêts au puits. Ça va vraiment être intéressant de voir ce nouveau format-là de course. J'ai vraiment hâte de voir ça en action. Là. Je m'attends à ce qu'on le voit justement à Silverstone. Intéressant. Ça prouve que la F1 peut se montrer créatif à l'occasion pour tenter de créer de l'intérêt. Certainement, il y aura plus de gens sûrement à braquer leur téléviseur le samedi au lieu d'attendre seulement la course du dimanche pour voir le résultat de tout ça. Donc, bonne nouvelle pour la F1. À quoi tu t'attends fin de semaine au Portugal, Kevin? Je m'attends à voir Hamilton encore à se battre avec Verstappen. Non! Non, malheureusement. Mais je m'attends à ce que Verstappen aille chercher sa deuxième victoire. Là. Je crois qu'il est parti sur une lancée. On avait une première course qui avait très bien été, mais qui n'avait pas été capable d'aller chercher justement la tête. Par contre, je pense que Portugal va être avantageux pour eux. On va voir Hamilton deuxième, puis en troisième, j'aimerais ça peut-être revoir là, Valtteri Bottas, lui redonner un brin d'espoir, là, le revoir sur la troisième marche du podium. Je m'attends à ce que ça soit mon top 3. Excellent. Ben, merci, messieurs, pour ce tour de table. On aura l'occasion de discuter de d'autres choses au cours des prochaines minutes. Mais Kevin Hébert, je te laisse aller, puis on se dit à lundi prochain pour revenir sur le Grand Prix du Portugal. Merci, les gars. J'ai bien hâte de vous reparler de ça. Salut, Kevin. On fait une pause et au retour, on discute avec le propriétaire et promoteur du RPM Speedway de l'Autodrome Green Bay, Dominique Lucier.
TV, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. FestiDrag. De retour dans cette semaine aux courses, en notre compagnie, un des personnages les plus influents du monde de la terre battue au Québec. J'ai nommé Dominique Lucier. Salut Dom, comment ça va? Salut Anthony, ça va bien, toi? Très bien. Je préférais qu'on soit tout près là, du début de saison, toujours au début mai. D'habitude, c'est pas mal là qu'on ouvre notre saison. On serait aux portes vraiment du début de l'année. Mais comme on l'a vécu en 2020, il faut mettre ça sur pause pour l'instant en attendant les nouvelles consignes gouvernementales. Tu en as parlé ouvertement dans la Voix de l'Est au cours des derniers jours. Comment tu réagis face à tout ça à l'endroit où on se trouve présentement à l'approche de la saison 2021? C'est sûr, Anthony, que c'est pas un début de printemps comme j'aurais imaginé. On se doutait quand même que c'était peut-être pour être compliqué. Puis que le COVID, toute la situation entourant le COVID, l'arrivée des vaccins, tout ça, était pour nous amener encore son lot de complications. Puis la déception que j'ai en partant à l'année, c'est sûr qu'on aurait aimé ça de la partir au bon temps. On avait un calendrier de prêt, un petit peu un calendrier conventionnel, autant pour le RPM Speedway que l'autodrome à Granby. Puis c'est clairement pas le cas avec le gouvernement qui a décidé de mettre les couvre-feux, là, de ne pas bouger les couvre-feux jusqu'au 23 juin. En tout cas, du moins, c'est ce qui est planifié. Ma déception va beaucoup au niveau de la clarification qu'on a de la part de la santé publique puis des corps policiers. En tout cas, je parle pour ma part avec la police de la ville de Granby puis la SQ à Saint-Hyacinthe. Très, très difficile d'avoir des lignes claires au niveau de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Je vois quand même qu'il y a différentes activités qui ont lieu ici et là. Puis malheureusement, on n'est pas un sport fédéré. Fait que c'est un petit bout qui me rend vraiment moins heureux ou moins à l'aise actuellement de voir tout ça de la façon que ça se déroule. Quelles sont tes discussions, Doom? Quand tu approches les gens, d'abord, tu parles à qui? Y a-t-il vraiment une courroie de transmission spécifique à vos besoins? Ou bien on ne sait pas trop sur quel pied danser puis surtout à qui parler? Ben, c'est très difficile. Mettons, avec la situation actuelle avec le COVID, dans le fond, la première instance à qui il faut parler, c'est à la santé publique. Là, c'est sûr qu'on a cumulé des gens qu'on a parlé dans la saison passée. Qu'on a essayé de rejoindre, puis on dirait qu'aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus hermétique comme organisation, où est-ce que on n'a pas eu la chance de vraiment parler à des gens de la santé publique. Quand je dis j'inclus Yann là-dedans, qui a eu son lot de défis à parler à la santé publique. Puis on a reçu des courriels, en réalité, on leur a écrit aussi, puis on a reçu des courriels où est-ce que la santé publique nous confirme qu'ils ne sont pas là pour interpréter le décret, ni nous faire des recommandations ou approuver un plan qu'on a à mettre en place puis qu'on veut faire valider au niveau de ces décrets-là qui nous permettent ou ne nous permettent pas de faire certaines choses. Fait que ça, c'est le bout difficile. J'ai quand même des gens que je connais qui travaillent à la santé publique, avec qui j'ai juste entretenu l'année passée, qui m'aident à essayer de comprendre tout ça. On voit clairement que personne ne veut se commettre. Il n'y a pas d'écrit clair qui dit « OK, vous ne pouvez ou vous ne pouvez pas ». On a proposé de notre côté là, des plans clairs de dire comment on veut tenir des pratiques, puis que les gens viennent, puis les normes qu'on était pour faire respecter. C'est difficile. Fait que je me suis reviré de bord, puis j'ai essayé de discuter avec les corps policiers des deux places. Comme je dis, c'est une police municipale à Granby, puis c'est la SQ qui couvre le territoire de Saint-Hyacinthe et de Saint-Marcel. Puis là non plus, on n'est pas très bavard, parce que, je leur mets des scénarios très clairs en disant, OK, si je veux faire pratiquer X nombre d'autos, X nombre de membres d'équipe avec cette auto-là, dans telle mesure de distanciation, là, pour l'instant, la police non plus ne semble pas vouloir se commettre. Fait que, tu sais, nous autres, de notre côté, là, on avance. On avait quand même un plan pour faire pratiquer quelques équipes, un petit peu comme Yann a fait la semaine passée. Finalement,
un petit peu serré dans le temps, puis tout ça, fait qu'on a décidé de reporter à une semaine subséquente. Mais jusqu'à date, on parle beaucoup, on écrit beaucoup, pas beaucoup d'écoute. Là, je suis en train de travailler du côté des députés, autant dans des deux territoires, là, pour essayer de voir, là, avoir plus clair dans tout ça. Mais on a quand même on va mettre des choses en place là, rapidement de notre côté, en croyant qu'on va le faire de la bonne façon, en respectant toutes les normes à partir de bientôt. Je te partage, moi, mon impression, là, c'est qu'à ce point-ci de l'an passé, en 2020, les perspectives d'avoir une vraie saison de course étaient excessivement faibles à la fin avril. Et finalement, 2 mois plus tard, on s'est retrouvé à Granby à devenir le premier événement sportif au Québec à présenter un événement, évidemment sans aucun spectateur, mais un événement pareil de compétition. Alors, je préfère voir le verre à moitié plein en me disant qu'on est quand même assez avancé dans la vaccination. Je ne peux pas croire qu'on n'aura pas une saison en bonne et due forme avec au moins un peu de gens dans les gradins. Pour moi, c'est incroyable de penser qu'on pourrait ne pas avoir de saison. Ben, je crois que, Anthony, la vaccination, elle avance quand même bon train. J'y ai pas encore été parce que ma tranche d'âge n'est pas arrivée. Fait que non, j'ai pas encore 45 ans, mais j'y approche à grand pas. Il y a encore une jeunesse, d'homme. C'est pas comme ça, je me sens toujours, là, mais c'est ça. Je pense que bon, la vaccination va bon train. C'est sûr que peu importe les croyances des gens, j'encourage fortement les gens à y aller. Je pense que ça va être un petit peu notre laisser-passer pour retourner vers une vie normale, être capable d'avoir des courses. Je connais beaucoup de monde dans mon entourage qui y ont été. Fait que je crois que ça va de bon train. On voit qu'il y a quand même une prise de contrôle au niveau du nombre de cas, d'hospitalisation, puis tout ça. Je vois du positif là-dedans. J'ai grande espérance d'être capable de faire des courses fin juin, début juillet. Je crois pas qu'on va commencer avec les estrades pleines d'un coup, du jour au lendemain, que ça va tourner de rien au retour à la normale. Mais j'ai des bonnes confiances de commencer à faire des courses en juillet, puis que les normes s'élargissent là, ou nous rendent ça plus facile en allant vers la fin de la saison. Puis on va travailler pour être prêt à ça, puis je suis quand même bien motivé à ça. Puis c'est ça le petit bout de bonheur à quoi on s'accroche pour continuer à travailler. Vas-y, Kevin, tu allais poser une question. Ouais, la question que je me pose, c'est est-ce que ça se pourrait arriver qu'on t'oblige justement que les gens soient vaccinés pour avoir accès à l'autodrome éventuellement? Ben, tu sais, il y a eu plein d'écrits, d'articles là-dessus. Je pense que ça fait partie des possibilités. Comme je dis, les vaccins, on a le droit à nos croyances et nos idées dans tout ça. Dans mon cas, je me rattache un petit peu à ça en disant, bon, ben, tu sais, si c'est ce que ça prend pour être capable d'aller de l'avant puis d'être capable de retourner au restaurant dans ma ville, de voir mes amis, ma famille, d'aller aux courses, de revoir mon monde, ben, tu sais, je pense que il faut que ça passe par là. Mais oui, c'est d'après moi dans les pistes de solutions du gouvernement. Ça va sûrement dépendre du pourcentage de gens qui dans les tranches d'âge en baissant qui vont aller se faire vacciner. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête que c'est une possibilité, effectivement. Vous avez donc déjà un calendrier en place, dépendamment de quand vous allez pouvoir recommencer. Par contre, la situation est très différente qu'avec l'an dernier, où vous aviez des travaux à faire à Granby. Yann avait exactement à faire la même chose du côté de Drummondville. Pour lui, évidemment, il aurait préféré commencer la saison en même temps que tout le monde, mais il a pu travailler son circuit. Rendu à la fin de la saison, là, il était prêt, il était capable de présenter des courses. Là, la situation est très différente. Il y a 3 circuits qui souhaitent présenter des courses. Comment vous entrevoyez cette situation-là lorsque ça pourra recommencer avec la contrainte de la foule aussi? Ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Oui, c'est clairement différent de l'année passée. L'année passée, comme tu as dit, Anthony, Yann avait des travaux à faire chez lui. Puis ça nous a laissé un petit peu le champ libre en début de saison. On a quand même su faire la place à Yann à la fin de l'année, puis un petit peu se retirer, puis arrêter de faire des courses à peu près au moment où est-ce que Yann commençait, puis tombait en mesure d'opérer son circuit. Je pense que ça a été
bénéfique pour tout le monde. Yann a eu son bout d'été. Nous, on a vu le premier bout. Les gens ont pu avoir un petit peu les pilotes, les équipes de diversification. Ça n'a pas tout été à Granby. Ça s'est passé aussi à Drummondville. Cette année, ça va être vraiment différent. Ça va être plus compliqué. On a la chance, moi et Yann, de quand même bien s'entendre, quoique de pas toujours partager les mêmes opinions. Mais on s'est tout le temps rejoint là-dedans, puis on en a parlé. C'est une semaine sur deux. Il va y avoir un mélange, un tiers avec le RPM. Pour l'instant, on a regardé le mois de mai, puis on a quand même décidé de dire, bon, ben, si pratique il y a, on va continuer à travailler avec les journées du calendrier officiel qu'on a. Il était à l'aise, j'étais à l'aise. Dans le fond, le samedi prochain serait un samedi dans nos organisations. Les 2 suivants seraient à Drummondville. Le dernier du mois de mai reviendrait dans nos organisations. Pour nous autres, c'est pas très clair encore si on va opérer Granby et RPM, juste une ou les deux. On n'est pas fixé. Mais je suis convaincu qu'on va être capable d'oublier notre nombril puis de faire la part des choses puis de trouver une façon pour rendre et les pilotes et les équipes et nous autres heureux, puis d'intégrer les spectateurs au fur et à mesure que ça va arriver là-dedans. Ça va sûrement prendre quelques heures de discussion, mais on va y arriver, je suis convaincu. Tu as eu à discuter avec les différentes séries, les différentes classes au cours des derniers mois. Quel a été le message reçu, Doom, de la part des compétiteurs, des bandes d'équipes? Quant au prix chargé à la porte pour venir courir, ça aussi, hein, c'est une grande question, à savoir comment réussir comme promoteur à faire nos frais le plus possible et de l'autre pour que le prix soit le plus logique aussi pour le compétiteur. Oui, c'est sûr qu'on est conscient que de la façon qu'on fonctionne là, c'est vraiment moins intéressant pour nous autres de faire des courses que quand on a notre écosystème normal avec des spectateurs, puis des partenaires corporatifs, des commanditaires, etc. Puis on est conscient, puis je suis bien placé pour savoir qu'est-ce que c'est d'avoir un auto de course, puis Yann aussi, fait qu'on est bien conscient de l'inverse ou de l'autre côté de la médaille, de voir des équipes avoir à payer plus cher pour rentrer sur les sites, à courir avec des bourses qui sont quand même un petit peu amoindries. C'est un dossier, il y a certaines pistes de solutions, puis il va falloir s'adapter à ce qui va se passer cet été, s'adapter justement à une saison où est-ce que, comment on va présenter de courses par semaine. Si on présente plus qu'une course, dans le cas où est-ce qu'il pourrait avoir des week-ends que sa course à Granby et à Drummond, exemple, est-ce qu'on va séparer certaines classes pour être capable de ne pas rouler parce qu'on a quand même 8-9 classes au Québec, là, si on totalise les séries touring et tout ça. Fait que le mot que je peux dire aux équipes, c'est qu'on est conscient de la situation puis qu'on va tout faire pour être capable d'améliorer, d'apprendre de l'année passée, puis d'essayer d'améliorer ce qu'on a fait, puis de rendre ça pertinent, intéressant, puis tout ça. Il y a des idées sur la table, ça va vraiment dépendre de comment on commence tout ça et quand on le fait pour voir la réalité de tout ça, mais c'est sûr qu'on entend leur message à ce niveau-là. En même temps, je pense que l'offre qu'on a faite pendant le COVID, c'était plus que bien, puis on était capable de tenir des courses. Les gens nous ont supportés parce que ça leur tentait, puis j'ai souvent dit l'été passé, si on sent que ça s'essouffle, on reculera de 2 pas, puis peut-être présenter moins de courses ou quoi que ce soit. Puis finalement, les gens ils ont été en rendez-vous tout l'été avec des puits plus que pleins, autant à Granby qu'à Drummond qu'à Cornwall en Ontario. Fait que ça va être des discussions à tenir avec tous ces gens-là au continu d'ici à ce que les courses commencent. Parce que je ne sais pas ce que tu entends de ton bord, Dominique, mais moi, de mon côté, j'ai pas senti vraiment beaucoup d'équipes vouloir plier les chines pour 2021. Au contraire, là, les voitures sont prêtes dans la grande majorité des cas. Sûrement qu'on a un budget peut-être un petit peu plus restreint pour 2021, mais l'intérêt pour la grande majorité des équipes qui ont couru en 2020 est encore là pour la suite des choses. Ah non, écoute, je suis vraiment content. On a une industrie qui est quand même très solide en ce moment avec des bassins de pilotes qui ont augmenté dans presque toutes les catégories. Je pense que ça va être une belle saison si tel que on s'attend, on peut faire des courses à partir du mois de juillet.
beaucoup de nouveaux. J'ai eu la chance tantôt de jaser avec Steve Bernier quelques minutes, puis il reste quand même plusieurs autos à livrer. C'est une de ces grosses hivers. Je sais que chez Bicknell, ils ont franchi le cap des 300 voitures fabriquées. C'est pas une industrie qui est au ralenti en ce moment. On est un petit peu en pause parce que tout le monde attend de voir si on va être capable d'aller en piste rapidement avec nos autos, puis de courser, puis tout ça. Problématique, l'Ontario, avec le confinement de l'Ontario, puis les douanes fermées, rendent tout ça un petit peu plus difficile. Mais non, les pilotes, je pense que le message est clair. Il y a vraiment, tout le monde a le goût d'aller aux courses. Fait qu'il faut trouver une solution qui plaît le plus possible à tout le monde, puis avancer là-dedans, puis je pense qu'on va réussir. Doom, entre-temps, tu demeures un homme d'affaires bien connu à Saint-Hyacinthe avec ton concessionnaire. Je veux te parler de la business un peu. Comment tu passes au travers de cette année de pandémie avec toutes tes propriétés et la principale, évidemment, Lucie Chevrolet, l'approvisionnement en véhicules qui a touché presque tous les concessionnaires en Amérique du Nord. Dans votre cas, comment vous vous en tirez? C'est des années, moi je pense, là, ça fait à peu près un an, là, plus ou moins qu'on est arrivé que le COVID est arrivé dans nos vies. Puis je pense que là-dedans, la différence, je peux pas dire que ça nous affecte pas. Il y a une grosse partie de ce qu'on vit qui se passe entre nos deux oreilles. Fait que chez nous, le moral de mon équipe est bon. J'ai une très bonne équipe qui m'ont supporté et qui ont supporté l'entreprise depuis le début. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas de contrôle, qu'on met pas beaucoup d'énergie. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a le contrôle, qu'on met beaucoup d'énergie. Fait qu'au final de tout ça, on vient à bout de tirer notre épingle du jeu. C'est sûr que les ventes ont été un petit peu au ralenti en général dû à l'approvisionnement. Ce matin, je marchais justement où est-ce qu'il y a les locaux de driver. Dans le fond, c'est dans le parc industriel, à peu près 1 kilomètre de la concession. Puis c'est l'endroit où est-ce qu'on met nos surplus d'inventaire d'auto. De l'habitude, il y a 150 camions dans cette cour-là, et plus des autos, etc. Puis aujourd'hui, on retombait à 0 dans cette cour de triage-là. Les niveaux d'inventaire sont au plus bas qu'ils n'ont jamais été. Fait que c'est difficile. Les gens doivent, c'est des façons de faire différentes. On vend les véhicules qui sont en production, qui vont arriver dans les prochaines semaines ou mois. Fait que c'est une année d'adaptation. Dans nos vies personnelles, autant avec le télétravail pour certains, puis l'école à mi-temps pour les jeunes du secondaire, que de travailler avec un paquet de nouvelles contraintes puis moins d'inventaire. Je pense que c'est vraiment juste une question de comment on voit ça, puis comme je dis, d'où est-ce qu'on focus notre énergie. Je vais m'en rappeler longtemps. C'est vraiment quand même difficile, mais moins difficile qu'une piste de course en période de confinement. Ouais, ça, c'est le pire des pires. On a visité justement vos locaux de Driver Simulation. Il y a eu de gros travaux qui ont été faits là au cours des derniers mois. Et là, on est vraiment proche là, de l'accomplissement de ce travail-là, à peu près. On en est où là, présentement là, dans le pourcentage des travaux réalisés? Oui, comme tu dis, Anthony, on a parti ce projet-là d'aménager ces locaux-là qui était un bâtiment de 6 000 pieds carrés, dans le fond, qui était en mauvais état, en très mauvais état, qu'on a commencé à faire les rénaux puis tout ça au début de mars l'année passée. Puis naturellement, Driver, c'était tout petit à ce moment-là. Ça venait de sortir de ma tête, de la tête à Alex, de la tête à Jean-François. Puis ces locaux-là n'étaient même pas à la base voués à être les locaux de Driver. Puis finalement, avec l'arrivée du dyno, puis des autos d'académie, puis tout ça, on a finalement aménagé ce garage-là ou cet entrepôt-là en shop de course, ni plus ni moins, où est-ce qu'il y a 6 000 pieds divisés en 3 sections. La portion de la salle de montre en avant, puis de votre studio à vous, là, qui est à 97-18% fini. Il reste vraiment des petits détails. On a tout l'atelier de la préparation des autos, où est-ce que l'auto de Donovan est installée aussi avec les 2 autos de l'académie. Une petite partie là-dedans où est-ce qu'on range les moteurs qui attendent leur tour pour le dynamomètre, puis toute la section de la chambre de dyno, qui est vraiment une chambre acoustique fermée. On est super bien installé, je suis vraiment content. Là, Jean-François, Régis, Alex ont fait un travail assez impressionnant là, d'avoir été capable d'aménager tout l'espace, la chambre de dyno, puis de mettre ça en fonction là, à l'intérieur de 2 mois. On a commencé à passer des moteurs depuis 2 semaines, là, quasi temps plein.
Fait que super le fun, beau projet. Ben, bien hâte de vous voir intégrer ces locaux-là. Je dirais là, que on va pouvoir couper le ruban probablement dans les prochaines semaines là, avec les derniers détails qui restent à faire, peut-être 2-3 semaines avant d'avoir mis vraiment la touche finale à tout ça. Mais bien excité à toutes les fois que je rentre là, je trouve qu'on a une belle place. Bon, excellent. Donc, comme chef d'entreprise, Doom, tu as sûrement signé là, des déclarations d'admissibilité à des travaux essentiels. Fait que le jour où ça va être possible d'intégrer nos locaux, ça va prendre une petite lettre pour permettre à Tony de faire de Saint-Hyacinthe. On trouvera une solution. Je sais pas de quoi tu parles. Hey, merci bien gros pour ton temps. Puis on vous encourage. On va être là quand on pourra recommencer. Il reste juste, évidemment, l'essor du gouvernement dans ça. Absolument. Merci à vous autres. On a bien hâte de voir tout le monde, les spectateurs, les équipes, ma gang avec qui je travaille à l'Autodrome. On s'est moins parlé cet hiver et tout ça, mais on est proches. On va tous savoir bientôt. Excellent. Merci, Dom. À bientôt. Merci, Dom. Merci. Salut tout le monde. Bye. Dominique Lucier, propriétaire, promoteur du RPM Speedway d'Autodrome Granby, qui est avec nous dans ce segment de cette semaine aux courses. Lulu, on est prêt à jaser NASCAR au retour? Oui, monsieur. Effectivement. Parfait. On fait une pause. Au retour, NASCAR au menu Xfinity, ARCA, évidemment, Coupe NASCAR. Ça se passe à Talladega en fin de semaine. L'Autodrome Granby, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Granby, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. De retour dans cette semaine aux courses, Anthony Marcotte en compagnie de Kevin Lusignan. Un petit message aux gens là, qui nous regardent via notre page Facebook en direct des gars de course. N'hésitez pas, commentaires, suggestions, d'envoyer vos commentaires justement au bas de votre page et on peut, nous, les diffuser directement à l'écran. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et d'ailleurs, si vous avez manqué la première portion de l'émission, peu importe, elle sera disponible en intégralité vidéo sur notre site web YouTube et également via Facebook. Mais également, pour ceux qui font de la route, ça peut être intéressant. Via Spotify, vous téléchargez l'application, vous vous abonnez à la page des gars de course et c'est très facile de nous écouter sur Balado Diffusion. Donc, branche le téléphone cellulaire, on part avec ça et vous allez passer une belle heure à entendre parler de course, votre passion. Alors là-dessus, Lulu, on va jaser un peu de ce qui s'est passé à Talladega en fin de semaine. En fait, hier, la Coupe NASCAR était sur le plus long circuit du NASCAR et habituellement, évidemment, la vitesse est là en grande partie. Et ce sont les accidents qui retiennent souvent l'attention et souvent, elles sont spectaculaires. Et il y en a eu une spectaculaire, pas à peu près hier, le capotage de Joey Logano. Oui, effectivement, on a vu Joey Logano qui, oui, on le sait, les voitures de couple sont quand même assez pesantes, c'est des gros bolides. Et là, on l'a vu justement en présentation. La bolide s'est complètement envolée dans les airs, il est revenu directement sur la toiture et est revenu sur ses 4 roues par la suite. Mais c'est plus loin que ça. On le voit là, justement, c'est spectaculaire. Je pense qu'on l'a vu à des reprises et plusieurs reprises depuis le début, depuis hier. Là. Mais c'est l'impact de ce qui est arrivé. C'est pas juste ça. Oui, en gros, les choses de sûreté ont fait leur travail. Mais Joey Logano l'a dit après les courses, c'est pas juste ça la problématique. C'est que là, avec ce qui est arrivé, il y a des morceaux de la voiture à l'intérieur qui se sont défaits, qui l'ont atteint lui directement. Et là, il est pas content, justement. On vous présente l'entrevue avec NASCAR. Là, il est justement, je préfère, Lulu, au lieu de le faire, on va le faire entendre aux gens les propos de Joey Logano. On s'en va écouter ça. One hand a man about being
hand, I'm just happy I'm alive. On the other hand, I think, when are we going to stop? Because this is dangerous, doing what we're doing. I got a roll bar in my head. You know what I mean? That's not okay. I'm one hit away from the same situation Ryan Newman just went through. I just don't feel like that's acceptable. A lot of us do this big spoiler and these big runs, the pushing and all that. It's no one's fault, right? I mean, Denny's trying to go and 47's trying to go. It's a product of this racing. We have to fix it, though, because someone already got hurt and we're still doing it, so that's not real smart. So. But at the same time, I'm appreciative of driving a car that's this safe and appreciate what Team Penske's done for the safety of these cars as well, that I can live to talk about it and go again. So I got lucky I didn't get hit while I was in the air. So unfortunate for our Auto Trader Mustang, but we'll go on. We'll go on. Won't be a good starting spot next week. Thanks, Joey. I'm glad you're okay. But let's ride. Alors, c'était en grande partie ce qu'avait raconté Joey Logano. Kevin, évidemment, s'inquiète pour la sécurité. Puis il y a un parallèle à faire avec l'accident Daytona 500 l'an dernier de Ryan Newman. Oui, c'est bien remis. Mais au départ, on croyait littéralement un décès lorsque c'est arrivé, tellement l'accident était effrayant. Logano, il n'y a pas eu ce genre de contact sur l'habitacle du pilote. Mais quand même, quand tu te retrouves dans une position vulnérable dans les airs face au trafic, c'est là où ça peut être extrêmement dangereux sur un circuit rapide comme Talladega. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui est arrivé un petit peu aussi. Les pilotes, en gros, pour vous exprimer ce qu'ils disent, c'est qu'ils se plaignent que lors des Super Speedway, c'est-à-dire Daytona, c'est-à-dire Talladega, les voitures sont faites pour avoir une accélération au maximum, pour avoir une aérodynamique tellement puissante qui fait en sorte justement que ces voitures-là, quand elles arrivent des situations de la sorte, c'est pas long, elles s'envolent automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que l'air passe nulle part, donc ça arrive directement ce qui est arrivé avec Logano, c'est-à-dire que l'air, en passant directement sous la voiture, elle la projette directement dans les airs. Et là, on voit même... Moi, ce qui est le plus désolant, Tony, c'est qu'on a bâti justement de la sécurité sur les voitures pour les ralentir quand elles se mettent à faire un 180 degrés. Ouais. Les volets qui ouvrent habituellement. Et là, les volets ont vraiment pas fait le travail, puis c'est ce qui a causé l'accident d'hier. Fait que je pense que c'est là-dessus que Logano, je veux que NASCAR fasse sévisse quelque chose, parce que ça n'a pas de sens de voir des voitures de la sorte s'envoler. Tu sais, on le sait avec les formules, ça arrive plus souvent de voir que les voitures survolent ou volent à cause de l'aérodynamique, mais en NASCAR, avec des vitesses à des vitesses aussi rapides, ça peut être très dangereux. Ouais, et là, il y aura l'an prochain la nouvelle voiture, nouvelle génération. Est-ce qu'on va tenter justement de trouver des moyens que les voitures demeurent sur les circuits et qu'elles évitent de s'envoler? Je pense pas qu'on peut s'attendre à des correctifs pour les Super Speedway cette année. On va retourner à Daytona, on va revenir au Talladega. Je pense pas qu'il y a moyen de changer quoi que ce soit. On devra se croiser les doigts et qu'il n'y ait rien de fâcheux d'ici la fin de l'année. Non, puis c'est ce qui est un petit peu désolant, parce que, tu sais, je veux dire, j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait un décès, justement, pour qu'on puisse faire les correctifs, parce que, tu sais, on le sait, c'est souvent ça qui arrive. On a eu le correctif du Hans lors du décès de Dale Earnhardt. J'espère que là, du côté des officiels, on va s'asseoir, justement, cette semaine, dire, parfait, il faut prendre une décision, parce que c'est des choses que, tu sais, oui, ça arrive moins souvent sur les autres circuits, mais sur les Super Speedway, avec les voitures qui sont bâties, justement, sont plus robustes et plus aérodynamiques, ça devient un petit peu... dur, justement, à contrôler les situations de la sorte. Puis, ce qui est plate dans ces situations-là, c'est que c'est souvent sur ces circuits-là qu'arrivent de gros accidents. Tu sais, les Big One, on entend à Daytona souvent, à Talladega également. Pourquoi? Parce que les voitures, justement, avec l'aérodynamisme, on l'a vu hier, là, les dépassements en fin de course, qu'on va parler dans quelques instants, on s'accorde à 3 voitures de large, on pousse, c'est là que ça devient dangereux, parce que si, c'est l'effet domino par la suite. Tu sais, Logano, il y a eu quelques petites voitures qui se sont touchées, on était chanceux, on a touché du bois, là. Mais ça reste que si l'hécatombe survient en plein milieu, justement, il serait dans la ligne du centre, et ça pourrait être quelque chose d'assez spectaculaire, impliquer plus qu'une voiture, justement, dans une situation de la cause. Oui, on se souvient de Ryan Newman. On voit d'ailleurs l'accident de fin de course qui a impliqué Eric Jones notamment. Ça a cogné très sévèrement pour le 42 de Jones en fin de course. Peut-être un petit mot au sujet de Brad Keselowski qui remporte la victoire. Ça le qualifie automatiquement pour la chase de fin de saison. C'était pas un excellent début de saison pour Brad Keselowski, mais sur les Super Speedway en particulier, il est toujours parmi les favoris et il l'a démontré en fin de course hier. Oui, première victoire de la saison justement pour Keselowski, lui qui avait des difficultés jusqu'à présent.
mais on le sait, Talladega, c'est son circuit mythique, là, c'est sa 7e victoire à Talladega depuis le début de sa carrière. Keselowski qui a travaillé fort, a profité justement du fait que Matt DiBenedetto a pris l'extérieur en voulant bloquer Ryan Truex. Mais moi, si j'aurais un pilote à remercier ou à saluer pour la course d'hier, c'est Michael McDowell. Ce pilote-là est parti en remportant le Daytona au début de la saison. On l'a vu hier, là, il était très 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 actif. Il est venu terminer en 3e place, mais ce pilote-là... Quelle belle saison pour McDowell, c'est surprenant. Oui, avec l'équipe qu'il y a, parce qu'on s'entend que c'est pas une équipe qui a un budget tel les Hendricks, tel les Penske de ce monde, mais c'est très surprenant. Puis le pilote, ça fait quand même longtemps qu'il roule sa bosse justement dans la Series Cup, mais là, on voit la qualité d'un pilote versus le reste du fil en général. Ouais, Matt DiBenedetto qui a eu la chance de partir au premier rang sur une séquence vert-blanc quadrillé. Pour lui, c'était une rare chance de remporter une victoire. Il est toujours à la recherche de sa première victoire en Coupe NASCAR. C'est passé très, très proche hier pour DiBenedetto. Mais tu l'as dit, sa manœuvre vers l'extérieur pour bloquer Ryan Blaney lui aura au bout de la ligne coûté peut-être la victoire. Donc, belle victoire pour Brad Keselowski et une journée catastrophique au bureau pour Hendrick. Tu en parlais tantôt. Dans le même accrochage, au début de la course, on a vu William Byron, Chase Elliott et également Alex Bowman impliqués dans le même accrochage. Et au début de la course, Kyle Larson qui explose un moteur. Donc, vraiment pas une bonne journée pour Hendrick, qui connaît un très bon début de saison, mais là, c'était à oublier hier. Oui, effectivement. Là, on a tellement eu des beaux débuts d'année, beaucoup de victoires du côté de Hendricks. Là, je pense que c'était comme le retour de la balance. Mais je ne serais pas surpris qu'on va les revoir dès la semaine prochaine. Puis on a quand même l'équipe de tête présentement. Là, on n'a rien à enlever à personne. Donc, il y a juste le champion défendant qui n'a pas encore une victoire. J'ai hâte de voir quand il va aller chercher sa première justement du côté de question de temps. Ça va être le prochain circuit routier, j'ai l'impression. C'est mon feeling également. Ça s'en vient justement les courses en circuit routier. On les voit souvent en mai, en juin. Donc, hâte de voir ce qui va se passer du côté de Chase Elliott. Mais on s'approche. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on voit plusieurs pilotes différents remporter des épreuves cette année versus souvent dans le passé, on voyait souvent les mêmes pilotes. Ça va amener un chase assez spectaculaire rendu au chase, justement. En direction le Kansas pour le cirque du NASCAR au cours du prochain week-end. Peut-être un petit mot au sujet de la course en série Xfinity, mon cher Kevin? Oui, première victoire en carrière du pilote Jeb Burton. C'est qui Jeb Burton? C'est un pilote qui fait 8 ans déjà qu'il court en Xfinity. Il n'avait jamais l'emporté. C'est le fils de l'ancien pilote Ward Burton. Donc, lui, c'est justement 8 ans de course. On ne réussit pas à avoir un top 5 ni de top 10. On va chercher notre première victoire. Donc, c'est très le fun de son côté. En deuxième place, c'était Austin Cindric, suivi de RJ Allgaier. Puis qu'est-ce qui se passe du côté d'Alex Labbe? On a terminé quand même en 21e position. Donc Alex qui, justement, on le disait, c'est une saison plus difficile du côté de Labbe, mais réussit encore à ramener sa voiture puis à se battre du mieux qu'on peut pour mieux figurer du côté d'Alex Labbe. On va le recevoir très prochainement, Alex, dans le show des gars de course, ça c'est sûr et certain. Un gars que j'apprécie énormément et je trouve que souvent, malgré un budget restreint, il est capable de faire des miracles avec une voiture qui concède des milliers de dollars à chaque course où on se présente pour compétitionner. Alors, salutations à Alex Labbe. Puis une séquence quand même assez effrayante également dans l'épreuve qui était présentée vendredi en série ARCA. Oui, effectivement, on parlait d'accidents spectaculaires tout à l'heure. Il y en a eu un justement qui s'est passé en ARCA le vendredi. On le voit justement, la voiture qui a pris feu, c'était on a juste frôlé le mur extérieur justement, puis là le feu a pris directement. Est-ce que ça aurait pu, sur une ligne à gaz qui est arrivé quelque chose, on va voir les détails éventuellement, mais c'est là que le pilote qui a quand même été brûlé au 2e et 3e degré du côté de Rick Lancaster, justement un pilote quand même pas jeune, à 48 ans, donc un peu plus plate de son côté, mais ça reste que, je veux dire, c'est des situations que ça se fait tellement rapidement un feu comme ça, puis on pourrait en parler, on l'a vu l'été dernier, là, quand on a eu la course des semi-pro Open à l'Autodrome Granby, Samuel Charland qui avait eu chaud, justement. Oui. Donc, on est à l'approche des saisons, et vous le savez, c'est peut-être rien, c'est peut-être anodin, mais les boys, quand vous montez vos voitures, faites attention, puis assurez-vous, justement, que n'arrive pas des situations où un pilote peut se brûler au deuxième ou troisième degré, ou même en perte de vie, parce que ça reste que c'est... On fait ça pour le plaisir de le faire avant tout, mais il faut penser qu'il y a une famille derrière tout ça.
Le feu, le pire cauchemar aux courses, ça c'est peu importe le calibre. On a vu un bel exemple en Arca cette semaine. Merci Kevin, on va faire une autre pause dans cette semaine aux courses et au retour, notre ami Cédric Blondin, notre expert IndyCar, se joint à nous pour jaser justement de ce qui s'est passé au Grand Prix de Saint-Pétersbourg en fin de semaine. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées courses de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Merci à nos généreux partenaires des gars de course et de l'émission. Si ça vous tente d'embarquer dans notre beau projet, on vous invite à communiquer avec notre ami Kevin Lusignan, juste à gauche dans l'écran. C'est lui, dans l'autre bord. Comme ça. Ouais, c'est ça. Lui. Lui, il est disponible pour prendre vos demandes. Bon, sans plus tarder, on va jaser IndyCar. C'était le Grand Prix de Saint-Pétersbourg en fin de semaine dans les rues. Tout près de Tampa Bay, un superbe endroit, tout près de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Pour en jaser, Cédric Blondin est avec nous. Salut Cédric, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien, toi? Oui, très bien. Merci d'être avec nous, de nous jaser de ça, parce qu'en fin de semaine, c'était la 2e épreuve. On en a parlé justement la semaine passée, que c'était dès le départ de la saison un moment fort du championnat IndyCar, parce que ça commence d'aplomb. À l'Alabama la semaine passée, hier à Saint-Pétersbourg, et on s'en va au Texas pour un programme double en fin de semaine. Donc, tu as 4 courses en 3 semaines pour ouvrir la saison en IndyCar. Et justement, en fin de semaine, moi, j'aime beaucoup ce circuit à Saint-Pétersbourg, une épreuve de 100 tours, tout près de l'eau. C'est vraiment un superbe endroit. Quel fond de paysage là, quand on regarde la course, là, c'est incroyable avec l'eau et tout ça. Là, c'est vraiment un des plus beaux circuits, là, un circuit de ville, là, un peu comme Long Beach qu'on connaît bien là, depuis des années. Ouais. Mais quelle course qu'on a eu droit hier. Là, c'est certain que quand c'est le pilote qui remporte la pole, comme ça a été le cas pour Colton Herta, des fois, ça peut mitiger les résultats, mais c'est honnêtement là, des dépassements de bout en bout. L'action était quand même assez intéressante. Puis, ça ne pardonne pas à Saint-Pétersbourg. Là, on voit justement Jimmy Johnson là, qui a causé une autre neutralisation. James Hinchcliffe qui a été victime de Takuma Sato, qui, comme à l'habitude, il fait un peu n'importe quoi là, sur la piste. Là, c'est un wrecking ball, comme qu'on peut appeler là, à certains moments en anglais. Mais honnêtement, quelle épreuve. Puis comme tu disais, là, les 4 épreuves en 3 fins de semaine. Là. Puis déjà hier, là, les pilotes étaient exténués après la course. On le voyait. Puis même pendant le point de presse d'après-course, on a vu Colton Herta complètement épuisé. Même chose pour Joseph Newgarden. Mais les pilotes le disaient, on travaille tellement fort pendant l'été pour être capable de surfer à ces courses-là, parce que c'était quand même 100 tours. Là. Ouais. Et c'est tellement bosselé, parce que c'est un circuit de ville, c'est serré, les pilotes avaient des ampoules sur les doigts, sur les mains, donc c'était vraiment une grosse épreuve, c'est une des plus dures de la saison aussi. Là.
Alors, tu parlais de Colton Herta qui remporte la victoire. Le nom Herta est un nom connu de l'IndyCar parce que le paternel Brian a roulé il y a de cela quelques années dans la série. Et là, c'est le fils qui assure la relève. Et déjà, il a rejoint le nombre de victoires de son papa, avec qui il a une excellente relation. Brian Herta est tout près, encore une fois, de la gestion de la carrière de son fils. Oui, puis c'est pas rare là, dans les courses automobiles que la famille est très impliquée, mais cette année, c'est quand même spécial, là. C'est son stratégiste dans les pluies là, au niveau de sa course. Là. C'est quand même assez spécial comme relation. Puis hier, j'ai adoré là, en pleine course là, une discussion entre les deux. À un moment donné, le reporter, je ne me rappelle plus c'est lequel là, pour NBC, qui dit c'est qui est le plus stressant entre les deux? Il dit aucun des deux. Je l'entends, je le connais tellement depuis des années. Il y a 21 ans, Colton Herta, que je le sais qu'il est en contrôle de la situation derrière le volant. Puis même s'il reste 5 ou 6 tours, puis je pense que à cause de ça, là, cette relation-là, père-fils, va l'aider parce que c'est un talent exceptionnel, Colton Herta. À 21 ans seulement, déjà sa 4e victoire, c'est sa 3e saison qui vient de débuter. Là. Quel talent! Ça va être à surveiller là, jusqu'à la fin de sa carrière. Tu as parlé brièvement tantôt de Jimmy Johnson. C'est un gros nom qui fait le transfert du NASCAR à l'IndyCar et clairement, ça se fait avec difficulté. Hier, il a provoqué 2 neutralisations par des sorties de piste. Oui, effectivement, en course, ça a été très difficile pour une 2e fin de semaine consécutive. On ne le verra pas au Texas là, parce qu'il ne va pas courir les circuits ovales. Ça va être Tony Kanaan qui va être à sa place. Mais honnêtement, au niveau de la fin de semaine, là, quand même du progrès au niveau du delta qu'on appelle là, entre, mettons, la première place et son rang. Il a quand même coupé de moitié. Là, on voyait des écarts de 3 secondes en qualification lors de l'épreuve de Barber. Et là, c'était une seconde et demie, pardon. Il n'est même pas parti dernier. C'est le Canadien Dalton Kellett qui est parti au dernier rang. Donc, déjà là, on peut voir une certaine progression pour J.B. Johnson. C'est un ajustement assez important là, du NASCAR à l'IndyCar, c'est certain. Mais moi, je suis certain là, qu'il va finir par s'ajuster là, à sa voiture. On le voit, là, l'important, il n'y avait personne qui s'attendait là, au niveau de la série et des spécialistes à ce qu'il y ait du succès dès la première fin de semaine. Mais l'important, c'est de voir la progression. Il va falloir que les résultats en course arrivent parce que Chip Ganassi, il n'est pas très patient quand ça ne fonctionne pas. Maintenant, tu as développé au cours des dernières années, Cédric, une bonne relation avec le pilote Simon Pagenaud, le pilote français qui connaît un certain succès depuis déjà quelques années. Tu as eu l'occasion d'ailleurs de lui jaser hier après la course. Oui, c'est certain. Écoute, moi puis Simon, on se connaît, là, comme tu disais, et on a souvent la chance, lorsqu'il fait partie du podium, de poser des questions avec lui lors de l'entrevue d'après-course organisée par la série IndyCar. Certains, c'est plus facile quand on est sur place et c'est moins problématique pour pouvoir lui jaser. Mais hier, après la course, il avait terminé au 3e rang de l'épreuve. C'est quand même un très bon résultat après la fin de semaine difficile la semaine dernière à Barber. Mais quand même très content. Là, on va pouvoir écouter ses commentaires, justement, là, qui ont été recueillis hier après la course. Alors, écoutez ça, justement. Non, c'était un bon week-end avec une belle performance du team en général. Sur le package, on dit les bons. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de potentiel pour le championnat complet. Donc, globalement, très content du week-end. Les qualifs, c'était pas mal. C'était vraiment, la voiture était vraiment bien à conduire. Et puis en course, on a donné tout ce qu'on avait. Donc, globalement, satisfait. On avait une bonne voiture sur les longs relais. Très, très bonne sur les longs relais, mais ce n'était pas suffisant à la fin pour revenir. Et je pense qu'on avait quelque chose parce qu'on était très performant sur les freins dans le turn 1. Mais le problème, la piste est trop glissante à l'intérieur, donc même si je freinais plus tard, je ne pouvais pas trouver de place pour passer. Donc, je pense que si on avait pu le faire, on avait la performance pour rester aux avant-postes. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Les pneus, c'est pas les pneus, en fait, c'est la piste. C'est le design de la piste qui est comme ça. Merci beaucoup, Simon. Merci. Voilà, c'était les propos de Simon Pagenaud. Merci, Cédric, pour le partage
de justement cette disponibilité médiatique du jeune pilote. Maintenant, la semaine prochaine, 2 épreuves, samedi et dimanche au Texas. Ça va rouler vite parce qu'on s'en va sur Oval pour la première fois de l'année. Et là, ça va être une course extrêmement intéressante à suivre. Là, on va voir les gros canons. Là. On sait que la série IndyCar, c'est des pilotes qui ont grandi surtout en courant sur les circuits ovales. Le Texas, c'est toujours assez impressionnant quand l'IndyCar va là. C'est très rapide. On le sait, là, on voit justement l'image des highlights de la saison dernière, la course en début de saison. Et là, on va voir justement, on voit Scott Dixon qui avait remporté la course. Est-ce que Scott Dixon va être capable de signer sa première victoire de la saison? Ça va être à suivre. Mais 2 courses comme ça, c'est très important au championnat des pilotes déjà aussitôt dans la saison parce que c'est double point, là, il faut le dire. Tu as 2 épreuves en l'espace de 24 heures et ça ne pardonne pas dans l'IndyCar quand tu ne termines pas l'épreuve ou que tu termines en fond de classement, ça peut être problématique pour le reste de la saison parce que les courses arrivent semaine après semaine. Et là, déjà, là, ça va être important pour tous les pilotes, là, les vétérans, de prendre du momentum parce qu'après les 2 épreuves au Texas, c'est direction Indianapolis pour l'épreuve sur circuit routier. Ensuite, l'Indianapolis 500 qui va avoir lieu le 30 mai prochain. Donc, c'est très important. Puis pour c'est le peu d'épreuves qu'il y a sur circuit ovale, le momentum et surtout les réglages que les équipes vont pouvoir trouver sur leur monoplace pour pouvoir préparer le terrain pour Indianapolis, ça va être extrêmement important. Puis surtout là, ça va être voir qui va remporter les 2 courses ce week-end. Est-ce que ce sera Scott Dixon, Joseph Newgarden qui a quand même remporté beaucoup de courses au Texas dans les dernières années? Ça va être intéressant. Est-ce que Colton Herta va pouvoir arriver dans le portrait encore une fois pour une 2e fin de semaine de suite? Ça va être à suivre. Ça va être intéressant. La course numéro 1 va avoir lieu samedi après-midi, la 2e dimanche soir. Indianapolis qui a annoncé d'avoir vendu déjà 140 000 billets pour le Indy 500. Ça risque, messieurs, d'être le plus gros événement collectif sportif depuis le début de la pandémie, là. Aux États-Unis, ça repart de plus belle. On peut recevoir presque 500 000 personnes en temps normal. Là, il y en aura 140 000, mais c'est du monde pareil, pas à peu près, là. C'est assez impressionnant. Puis il faut que je souligne, là, je sais que c'est tellement gros, l'Indianapolis Motor Speedway. Ils travaillent de concert avec la santé publique en Indiana. Là. C'est une place où il y a de la vaccination à longueur de semaine. Il y a beaucoup de vaccination qui se fait là. Donc, je veux saluer aussi les efforts de Roger Penske là, depuis qu'il a fait l'acquisition de la série IndyCar, en plus de son écurie Team Penske. L'effort qu'il fait d'aller chercher ça, de pouvoir permettre à 40 % de capacité d'être dans les estrades là-bas en Indiana, c'est ça. Parce que l'année dernière, là, quand on écoutait la course, c'est pas pareil. C'est vraiment spécial. Là, puis on le voit déjà cette année, même les courses de NASCAR, tu en parlais, Kevin, là, c'est important. Là, puis les fans, ça crée un autre spectacle. C'est impressionnant. Puis surtout Indianapolis, j'ai eu la chance d'y aller à 2 occasions. Là. C'est assez... Tu te fais lever à 5 heures le matin là, quand il y a une cloche là, qui réveille tout le monde parce que c'est tellement petit, Speedway Indiana que après ça, tu te lèves à 6 heures, ça te prend 4 heures de te rendre à ton siège quand la course est à midi. Donc, ça va être intéressant à suivre ça dans environ 1 mois. Incroyable. C'est en tout cas bonne chance. À Talladega, c'était presque plein aussi en fin de semaine pour la course de la COP. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde à Talladega. Donc, ça repart. Ça repart de plus belle. On se croise les doigts qu'on ait ça bientôt chez nous. Vraiment. Certains, c'est un autre monde de l'autre côté, mais ça donne de l'espoir. J'avais une question en terminant, Cédric, que je me posais. Là, cette fin de semaine, on s'en va sur l'ovale. On sait que Jimmy Johnson est habitué sur l'ovale. Et là, on sait qu'il ne court pas en ovale, justement, à côté des IndyCar. Comment vois-tu ça qu'un pilote qui a couru toute sa vie en ovale, là, a décidé qu'on y va pas? Trop risqué. Il est rendu à un âge quand même avancé, Jimmy Johnson, 7e champion de la série NASCAR, comme tout le monde sait. Il ne veut pas aller risquer de courir sur un circuit aussi rapide
ou qu'il y a des technicalités, là, c'est de la précision pour être capable de ne pas te ramasser dans le mur, que ce soit un contact avec un autre pilote. On le sait, même Romain Grosjean, c'est un peu la même chose. Il y a eu une frousse l'année dernière, une grosse frousse, je devrais dire, à Bahreïn. C'est la même chose. Il y a certains pilotes là, qui font la transition, qui ne sont pas habitués de courir autant de risques que ça, parce que ça prend... Tu sais, les deux pneus qui se connectent, là, si tu peux te ramasser dans les barrières là, de sécurité, la clôture, là, je pourrais dire. C'est arrivé à quelques occasions. On l'a déjà vu au Texas. Donc, ce n'est pas tous les pilotes qui ont peur de faire ça. Mais est-ce que Jimmie Johnson, un jour, il a ouvert la porte à peut-être courir le Indy 500 dans la prochaine année? Probablement pas cette année parce que c'est le volant de Tony Kanaan. Mais il n'a pas fermé la porte pour l'année prochaine, peut-être. OK, excellent. Ben, rendez-vous la semaine prochaine, Cédric, parce qu'on va avoir 2 courses à analyser. Ça se passe au Texas en fin de semaine pour l'IndyCar. Merci encore à toi. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Kevin. Merci à toi. Alors, on fait une autre pause et pour la conclusion, notre segment de clôture, comme d'habitude, nos résultats sur la terre battue. Si on tasse Bristol, il y en avait quand même ailleurs sur les pistes un petit peu plus locales, dans l'État de New York et en Pennsylvanie notamment. On fait notre petit survol au retour alors que Tommy se joint à nous. Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. De retour à cette semaine aux courses, Anthony Marcotte avec Kevin Lusignan, rejoint par Tommy Lavallée. On vient de voir d'ailleurs, messieurs, des images de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Tiens, commençons par ça. D'abord, on peut annoncer aux gens que l'autodrome Chaudière devient partenaire des gars de course. Salutations à toute l'équipe de la Beauce. Martin Roy Junior, un ami à moi depuis toujours, finalement. On le salue. Ton papa de course. Là-bas. Oui, mon papa de course, certain. L'autodrome Chaudière, donc partenaire. On sera bien affiché, bien en évidence du côté de Vallée-Jonction lorsque l'action pourra commencer là-bas. Oui, Vallée-Jonction a annoncé justement là, dans les derniers jours qu'on a remis l'enduro qui était prévu le 8 mai. On l'a remis au mois de septembre, mais on a dit quand même que, à moins d'un avis contraire, là, on espérait toujours commencer la saison régulière le 15 mai. Donc, l'ouverture officielle de l'autodrome Chaudière se ferait jusqu'à présent, le 15 mai, avec les NASCAR Late Model, les NASCAR Truck, NASCAR Vintage et finalement les sports compacts. Donc, un beau programme régulier du côté de l'autodrome Chaudière. Comme je vous disais, jusqu'à présent, les courses ont encore lieu, mais évidemment, avec la santé publique qui peut s'en mêler, ça peut changer. Ouais. Donc, on vous invite à suivre la page des gars de course ainsi que la page de l'autodrome Chaudière pour les dernières nouvelles. Excellent. On va leur souhaiter une vraie saison. Ils n'ont eu qu'un programme présenté l'an passé du côté de l'autodrome Chaudière. Donc, on leur souhaitait à tout le moins une saison plus proche de la normalité. Il y en va de la survie, ni plus ni moins, de nos pistes de course. Il faut les garder en santé pour les pistes qui nous restent, évidemment. Dites-moi, messieurs, on va commencer avec notre survol au niveau plus local, alors qu'il y a eu de l'action à l'autodrome Drummond en fin de semaine, samedi et dimanche. Yann Bussière a présenté ses premières pratiques de la saison. Vous avez entendu Dominique Lucier tantôt. Dans son cas, il n'a pas eu l'autorisation locale, que ce soit à Saint-Marcel ou du côté de Granby, de présenter des pratiques, mais on a accepté les demandes de Yann Bussière à Drummond et c'est ce qui a permis d'amener les premières voitures en piste, Lulu. Il y avait d'ailleurs un gros bloc aux couleurs de Ramon Pizzeria sur le circuit. Oui, ben on a entendu parler souvent au courant de l'hiver. Mario Claire était au volant de la voiture 14 de Ramon Pizzeria.
Donc, on le sait, c'est une voiture gros bloc que notre ami Pascal Romaneski a bâti pour justement Mario, pour courir en gros bloc, ça devenait carré des courses de gros bloc cet été. Donc, oui, c'était les premiers tours du côté de Drummond. Et là, on annonce officiellement que le 1er mai prochain, ben, il pourra avoir des pratiques du côté de l'autodrome Drummond. Les détails, en gros, ben, les équipes ont été contactées. Là. On y va avec les classes locales modifiées Sportsman, STR et Slingshot. Pourquoi? Parce qu'on a un maximum de 75 voitures qui sont permises. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont tenter d'aller voir ce qui se passe du côté-là samedi prochain. Oubliez ça, c'est seulement les membres d'équipe qui ont accès. Personne, aucun spectateur. La santé publique était tellement claire là-dessus. S'il arriverait une situation qu'un spectateur se faufile, malheureusement, on pourrait perdre tout droit. Et ça peut-être pour le restant de la saison. Donc, spectateurs, on reste à la maison. Les images sortiront sur les internets. On les regardera à ce moment-là. Ça va être 6 membres par équipe, incluant le pilote, parmi ceux qui vont être là. Donc, on tiendra au courant. Justement, on va aller faire un tour, nous, de notre côté, avec présenter des images lundi prochain. On voit tranquillement. Là. On le sait, c'est des pratiques, mais tranquillement, on le disait, on revient tranquillement à la normale en espérant par la suite pouvoir faire des courses. Ce qui est plate, c'est que du côté de Yann, on a discuté avec la santé publique et on nous dit que c'est seulement du lapping, des pratiques qui est permis. Aucune compétition. C'est vrai, on est vraiment très, très clair là-dessus. Aucune compétition. On ne veut pas du tout du côté de la santé publique. Et ce qui est un petit peu désolant aussi, c'est le fait que là, qu'on parle les courses justement au sport tel le judo ou le deck hockey. Ben ouais. Fait que c'est là que le bas blesse, si on veut. Mais ça reste qu'au final, ça va être... on continue, on vous invite à aller vous faire vacciner pour que en espérant que tout commence fin juin, en début juillet, mais ça reste à voir. On va tenir au courant au plus ample dès qu'on a d'autres petits détails concernant ça. Clairement, ce qu'on peut comprendre, c'est que les courses sont dans le même panier que tout sport collectif. Et même si ce sont des voitures qui propulsent le pilote. Et Anthony, ce qu'on demande aussi, c'est que là, tous les gens qui vont être là la fin de semaine vont avoir leur visière ou lunettes de sécurité ainsi qu'un masque. Là. C'est obligatoire. Il y a les estrades des puits vont être fermées, aucune personne ne va pouvoir aller dans les estrades des puits. Et si, exemple, ta voiture est sur la piste, tu vas aller voir ton pilote tourner. Le grand estrade va être disponible vu qu'on a l'espace. Mais après chaque séance de pratique, le grand estrade sera vidé pour que les gens retournent dans leur remorque et qu'on amène les gens de deuxième séance de pratique. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il y en est du côté de OK, ben regarde, faut faire avec. Hein? On n'a pas le choix. C'est pas nous autres qui décident. C'est comme ça. Fait que, on n'a pas le choix. Mais c'est important quand même de respecter les règles. C'est pas le temps de se faire fermer le circuit. Là. C'est vraiment pas le temps. Alors, on va vous demander votre plus grande collaboration pour la suite des choses, mais au moins, c'est un début à tout. Et les pratiques sont importantes. Je regardais Raphaël Goujon faire presque ses premiers tours en Sportsman. Je sais que ce n'était pas sa première fois, mais là, c'est plus que du concret parce qu'il va faire le saut en Sportsman à temps complet en 2021. Je pense que Raphaël s'est beaucoup amusé en fin de semaine. Oui, Raphaël Goujon qui a pris la voiture numéro 44 va être à sa première saison. Donc, on l'a vu sur certaines vidéos et déjà, je vous invite à aller voir la page Goujon et Frères 44 sur Facebook. A déjà été visiter le mur extérieur dans la courbe 3 et 4 et son pare-choc arrière portait les signes, justement, qui étaient peut-être allés un peu trop haut. Et évidemment, on voit également, on a vu là, tout à l'heure des vidéos de la voiture numéro 50. Celui-là, c'est Christopher Cordeau qui fait son arrivée en Sportsman également en 2021. Lui, l'an dernier, courait en sport compact. Donc, deux pilotes là, qui faisaient leur début en Sportsman samedi et dimanche du côté de l'autodrome Drummond. Et évidemment, on a vu également Jean-François Corriveau et François Bellemare qui étaient là en modifié. Il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté à l'œil, c'est encore une fois à quel point la piste était collante et rapide. Yann Bussière a officieusement battu le record de piste, mais ce n'était pas en compétition, donc ça ne comptera pas, mais il nous a démontré les temps. Là, c'est excessivement rapide, encore une fois, sur le circuit là, pour les 3,58. On n'a pas vu les temps là, de Mario Claire, malheureusement. Là, ça devait être très, très rapide également pour les gros blocs. On ne levait pas beaucoup le pied là, sur l'accélérateur. Yann Bussière est un as également là, pour la préparation de pistes rapides. Et encore une fois, ça a permis vraiment aux pilotes de vraiment tester là, leur engin là, dans leur nouvelle voiture. Yann, et en même temps, Anthony, présenter ses nouvelles couleurs. Hein. D'ailleurs, pour 2021, on a complètement changé le design de la voiture de Yann Bussière. Et pour moi, c'est très réussi. La Gold Machine
numéro 21 de Yann Bussière. Vous voyez d'ailleurs les images de la voiture 21. Oui, d'ailleurs, on a vu des images tout à l'heure. Je veux remercier Pascal Romaneski et Christopher Cordeau qui ont mis les images. Là, donc, on les a repliées sur leur page Facebook. Et oui, Yann Bussière, très belle voiture encore une fois. On le sait à quel point il est fier justement d'avoir des voitures propres. Et c'est un peu, Yann Bussière, c'est la même mentalité que Brett Earn. Faut tout que soit à l'ordre, tout soit propre et vraiment, encore une fois, cette année, c'est un design qu'on n'a pas vu souvent là, du Gold là, sur une voiture comme ça, la Gold Edition. C'est de voir que même les pare-chocs sont de couleur dorée, donc c'est très, très réussi de sa part. Là. Très réussi, absolument. Donc, meilleure des chances à Yann Bussière dans ses opérations de pilote et de promoteur pour la saison 2021. On devrait être en mesure, justement, d'aller faire un tour comme média. On a le droit. Nous, on a le droit. Comme média, on a le droit d'aller faire un tour du côté de Drummond. Et question de capter certaines images. Salutations à mon ami Éric Pivin également pour les images en photo qu'on vous a présentées dans cette courte vignette, finalement, de l'action à l'autodrome Drummond cette semaine. Bon, passons maintenant aux quelques résultats dans le monde de la terre battue. Toute l'attention, surtout, était dirigée vers Bristol et c'est tout à fait normal avec la visite des modifiés et des sprint cars, mais sur la scène locale, il y avait de l'action quand même. Et commençons justement par Outlaw Speedway. Vous le voyez sur votre écran présentement, le vétéran, le docteur Danny Johnson, qui succède à son frère qui l'avait emporté il y a 2 semaines du côté de Outlaw. Ah ben là, c'est Danny qui a gagné cette semaine, Tommy. Oui, il était à Bristol le jeudi soir, Danny, avec sa toute nouvelle équipe Team Comfort Racing et a brisé le moteur. Donc, elle n'a même pas pu faire un tour rapide. On a pris la décision, là, après avoir fait le tour des puits, là, pour tenter de trouver un moteur là, pour mettre dans la voiture 27J. On n'a pas arrivé à trouver une équipe qui veut le prêter justement un engin comme ça. Et Danny Johnson a décidé d'aller vers Outlaw alors qu'on avait une course et a été remporté cette victoire-là dans la voiture de Tyler Seary. Il faut dire aussi, Tyler Seary a fait courir également le Bobby Varren dans sa deuxième voiture lors de ce soir-là. Donc, on voulait aller chercher la grosse bourse côté de Tyler Seary. Évidemment, c'est lui qui donne la bourse en plus. Oui. Donc, voulait pas que ça coûte cher ce soir-là. Il avait mis 2 excellents pilotes dans ses voitures. Il y avait également le Dylan Groover qui était là pour une première fois. Et Alan Johnson, lui, avait décidé de ne pas se présenter cette saison à temps plein et a manqué le programme de vendredi soir. Donc, Danny Johnson, le docteur, là, qui remporte la course devant Bobby Varren, Tyler Seary, Dylan Groover et Steve Payne qui termine 5e du côté de Outlaw Speedway. Ouais, les vétérans à l'honneur du côté de Outlaw, c'est le cas de le dire. Maintenant, du côté d'Albany Saratoga à Malta, dans l'État de New York, une certaine surprise, Tommy, alors que c'est le pilote Jeremy Pitts qui l'a emporté vendredi soir. Oui, il manquait plusieurs pilotes réguliers du côté d'Albany Saratoga, puisqu'il y avait plusieurs pilotes qui étaient du côté de Bristol. Donc, c'était une course qui ne comptait pas pour les points. On donnait des points pour les pilotes qui se présentaient, là, justement. Et c'était une piste très, très sèche. Et il n'avait seulement qu'une ligne, ce qui est très rare du côté d'Albany Saratoga. Est-ce qu'on a un peu délaissé la préparation de la piste, puisqu'on le savait que c'était pas pour être un gros spectacle. Mais quoi qu'il en soit, Jeremy Pitts a remporté sa première victoire. Lui qui arrivait avec Albany Saratoga en se disant peut-être je vais réussir à faire un top 5, étant donné qu'il manque beaucoup de pilotes. Finalement, il a mené presque toute la course, a gardé l'intérieur, c'est la seule ligne qui était possible et a été remporté la victoire. Donc, victoire de Jeremy Pitts devant LJ Lombardo, Jackie Brown Jr., Matt DiLorenzo et Matt DePio. Si vous regardez le top 5, la semaine prochaine, ce ne sera pas le même, disons, du côté de Malta. Non, exactement. Là, la crème de la crème va revenir de Bristol, c'est le cas de le dire. C'est un petit peu le même genre de scénario du côté de Orange County Fair Speedway à Middletown, New York, où on présentait samedi une épreuve à 3,58 et c'est Tyler Boniface qui l'a emporté. Oui, Tyler Boniface, un des 42 pilotes, je crois, là, de la filière Almar du côté d'Orange County. Il y en a en Sportsman, en modifié, en gros bloc. Là. Il y en a plusieurs qui sont commandités justement par Almar. C'est Tyler Boniface qui l'a remporté. Il faut le dire, là, la série 358 du côté de Middletown, là, il manque beaucoup de gros noms.
Oui. Même là, si ça avait été un soir régulier, ce n'est pas tous les pilotes de gros blocs qui ont une voiture là, pour courir en 3,58. Donc, c'est un peloton un peu moins relevé là, qu'on voit habituellement là, lors des courses gros blocs. Mais quoi qu'il en soit, l'important, on le dit toujours, c'est le quadrillé puis la photo. Donc, Tyler Boniface est allé chercher la victoire puis a devancé Billy Dunn, Billy Dunn, selon les dernières rumeurs, Anthony, ça serait terminé avec Graham. Donc, partirait avec sa propre voiture. On sait, a conduit pour Mike Payne du côté de Can-Am. Présentement, il est en train de monter sa propre voiture de retour en Bicknell pour Billy Dunn. Donc, va être à surveiller pour le reste de la saison. Billy Dunn, un pilote très rapide en 3,58. On le sait, on l'a vu tellement dominer là, partout où est-ce qu'il est allé. On se souvient à Mohawk là, avec la voiture de Laurent Ladouceur. C'était incroyable. Danny Craydon termine 3e. Le jeune Tanner Van Doren. Ça, c'est le jeune pilote qui a remporté la grosse course en Sportsman lors le Eastern State Weekend l'année dernière. Là. Il est maintenant en 3,58, termine 4e et Billy V termine 5e. Oui, lui, le jeune Tanner Van Doren, va falloir qu'il soit à surveiller pour les prochaines années. Il est tout jeune encore, déjà dans un modifié. Va être vraiment à prendre au sérieux. Est-ce que tu connais peut-être les plans de Billy Dunn ou ce qu'il souhaite courir cet été? Je vais t'avouer que les informations sont très rares, Anthony. On a seulement dit que c'était qu'il est en train de bâtir sa propre voiture et que Graham avait tout mis à vendre. Et s'est présenté justement du côté d'Orange County avec une voiture avec un seul commanditaire décrit dessus et le lettrage n'était pas terminé. Ça semblait une voiture assez récente, mais il va vraiment falloir faire peut-être plus de téléphone là, pour savoir ce qui se passe avec Billy Dunn, puisque c'est un des très bons pilotes, puis j'aime toujours le voir à l'œuvre. Donc, à surveiller pour ce qui est de Billy Dunn. On aura des images à vous présenter de la victoire de Rocky Warner du côté de Fonda Speedway samedi soir. Rocky Warner, qui est un ancien champion du circuit, lui aussi a profité de l'absence de certains pilotes, même s'il fait partie là, des meilleurs pilotes capables de gagner à tous les soirs en gros bloc à Fonda. Mais c'est une première victoire pour Warner cette année. Rocky Warner a connu vraiment une soirée là, parfaite, est parti à l'avant dans la finale et a mené là, de bout en bout. Il y a eu un certain challenge derrière lui, là, mais vraiment, on n'a pas été en mesure d'aller le chercher dans les retardataires. C'était vraiment la voiture à battre. Et on va parler de celui qu'on a reçu il y a quelques semaines, Mike Maresca. Beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. On le sait, habituellement, à Fonda, il conduit la voiture 247, mais là, il était avec sa voiture 7 MM et n'a pas réussi à terminer la course. On voit deuxième, celui qui était supposé être à Bristol, justement, Ronnie Johnson, là, qui avait confirmé sa présence lorsqu'on avait annoncé, justement, tous les pilotes qui allaient être présents. Finalement, on a décidé de rester dans l'État de New York, qui a terminé deuxième. Craig Hansen, troisième. Matt DiLorenzo termine quatrième et Anthony Perego prend le 5e rang. Quand même surprenant, Anthony, que Perego décide d'aller à Fonda et de courir en 3,58 à Orange County. Oui, c'est une décision surprenante. Par contre, la bourse nettement supérieure du côté de Fonda. Donc, c'est peut-être ce qui a fait la différence dans le cas de Perego. On remarque la présence des sail panels. Ça, c'est la présence clairement de Brett Dio qui fait la différence. Donc, on arbore les sail panels du côté de Fonda dorénavant. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça ajoute une touche particulière aux voitures modifiées. J'aurais aucun problème si un jour on m'arrivait en me disant les modifiés dorénavant, c'est sail panel obligatoire en tout temps et les sportsmen avec les panneaux conventionnels. Autant je trouvais ça laid, pour être bien honnête, au début, lorsqu'on les a emmenés, on s'est vraiment habitué et là, je trouve ça très beau. Là, on le sait avec la série side panel canadienne là, qu'on voit du côté de nos pistes au Québec. Ça fait vraiment changement. Puis je pense que oui, ça serait bon pour les spectateurs dans les estrades. Ça ferait vraiment une belle différence entre les sportsmen et les modifiés. Là. Ce serait facile de différencier pour le spectateur qui vient 1 ou 2 fois par année. Oui, ça c'est sûr et certain. Autre action en modifié, c'est du côté de Bridgeport. Un autre pilote méconnu, Joe Toth, est venu l'emporter. On vous présente les images gracieuseté de Flow Racing. Pourquoi on vous parle de Bridgeport? C'est que la semaine prochaine, la série Super Dirt Car s'en va du côté de Bridgeport le 4 mai. Donc, ça devrait nous donner tout un spectacle la semaine prochaine. Oui, du côté de Bridgeport, ce qui est le fun, encore une fois, un pilote là, qu'on ne connaît pas vraiment, là, Joe Toth, là, qui a été chercher cette victoire-là.
Mais je vous invite, là, il faut vraiment que vous alliez voir les faits saillants. C'est une vidéo vraiment, là, on va le couper évidemment, mais qui a toutes les classes de la soirée là, sur la même vidéo. Et je vous invite à aller voir les STR également. Les midgets STR donnent tout un spectacle du côté de Bridgeport. D'ailleurs, Anthony, si je peux me permettre, j'invite les gens à écouter le mercredi soir, alors qu'on va avoir Feu vert 2021 avec Carl Labonté et Dominique Beauchesne, justement pour parler des midgets STR et de la saison 2021. Une émission qui vous sera présentée sur le Facebook des gars de course. Alors, c'est un peu ton projet personnel, Tommy, ces émissions Feu vert où toutes les classes, finalement, auront leur chance de briller dans une émission qui leur sera dédiée. Donc, à venir mercredi, donc, pour Feu vert. Je n'étais même pas là, Anthony. C'est mon bébé, puis je n'étais même pas là. C'est vrai, j'avais un ennui de santé, donc c'est Martin Savoie qui était sa première fois comme animateur d'une émission, il s'est très bien tiré d'affaire avec Minibug et Veneba. Bon, on vous présente ça mercredi. Voici les résultats affichés à l'écran. Joe Toth qui l'emporte devant Ryan Godown, Tim Buckwalter, Matt Stangl et le vétéran Billy Pouch. Et maintenant, on termine notre survol en modifié. Il y avait 2 finales en modifié présentées à Grandview en Pennsylvanie cette semaine. D'abord, jeudi, comme classe de soutien lors de la visite de la série USAC Sprint Car et le programme régulier du samedi soir avec les modifiés en vedette cette fois-ci. 2 gagnants différents à Grandview, Tommy. Oui, du côté de jeudi soir, là, si vous pensez qu'il y a des pilotes qui ont plusieurs voitures ici, là, allez dans le bout de la Pennsylvanie à voir à quel point les pilotes conduisent des voitures différentes à chaque soir. On est habitué de voir Craig Van Doren à la voiture numéro 1 du côté de Grandview. Bien là, il est rendu à la voiture numéro 30. Il a été chercher la victoire jeudi soir alors que les USAC étaient présents. A devancé un autre vétéran, Dwayne Howard, dans une nouvelle voiture, lui également, dans le 15G. Alex Jankowski, Jeff Strong, qui a changé de voiture également, et Doug Manmiller. Manmiller, un vétéran, là, on l'a vu lorsqu'on est allé là-bas. Là. Il y a beaucoup de vétérans là, qui participent aux courses du côté de Grandview. Là. Absolument. Et dans le cas de samedi, c'est Jared Umbenauer qui est venu l'emporter dans la 2e finale prévue cette semaine chez ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas remporté de victoire, ouais. Jared Umbenauer. Donc, j'imagine que comme ça, en début de saison, ça va donner un certain momentum là, pour cette équipe-là. Ouais, Craig Van Doren, Loudon, Reimer, Dwayne Howard et Kevin Graver qui terminent dans les 5 premiers du côté de Grandview. Alors, c'est tout pour les modifiés. Transportons-nous maintenant avec les late models. On présentait jeudi soir une finale en Ohio sur le circuit d'Atomic Raceway. Ça, c'est dans la série que Flow Racing présente, la série Castrol Race Night in America. Ça donne quelque chose de très intéressant parce que les meilleurs pilotes des 2 séries, que ce soit Lucas Oil ou bien World of Outlaw se donne rendez-vous pour participer à ces soirées. Et on payait 22 000 $ aux gagnants de cette épreuve à Atomic. Ça nous a donné un très, très bon spectacle jeudi soir. Oui, si je vous avais dit que c'est les 2 pilotes qui partaient 1 et 2, qui ont fini 1 et 2, justement, vous m'auriez dit, ça devait être une course plate, mais allez voir le vidéo, c'est incroyable. Si on voit des slide jobs en sprint car, mais les late modèles n'avaient rien vraiment là, à envier au sprint car. Vraiment, là, c'était slide job par-dessus slide job. Devon Moran qui a réussi à remporter la victoire alors que Jonathan Davenport avait réussi à le passer avec une 12aine de tours à faire, mais il y a eu un drapeau jaune. Et là, il y avait plusieurs excellents pilotes qui se sont mêlés là-dedans. Hudson O'Neill, Brandon Overton étaient là. Vraiment, on avait également le Jimmy Owens et Bobby Pierce qui sont mêlés dans cette bagarre-là. C'est toute une course. Je vous invite à aller voir les faits saillants. Là. C'est rare qu'on voit les late models faire autant de slide jobs comme ça, mais vraiment, le circuit d'Atomic là, permet ce genre de dépassement. Puis vraiment, c'était tout un spectacle. Une piste relativement large et pas trop inclinée, donc ça donne vraiment de belles occasions de tenter des slide jobs. Donc voici le résultat à Atomic Speedway jeudi soir. Devon Moran devant Jonathan Davenport, Bobby Pierce, Hudson O'Neill et Boom Briggs qui a terminé en 5e place. Chez les World of Outlaw Late Model, il y avait une épreuve prévue au calendrier, c'est au Kentucky sur le circuit de Richmond Raceway. Et c'est un de nos favoris, le préféré de nos dames au Québec, T-Mac, Tim McCready, qui est venu l'emporter dans la voiture numéro 39. Oui, T-Mac partait sur l'outside pole, donc 2e à l'extérieur de Chris Madden. Et
a été prendre la tête dès le premier tour et vraiment, ça a été par la suite une course relativement facile pour T-Mac. Derrière, on a lutté un peu plus avec Chris Madden là, qui a lutté pour garder sa deuxième position. Mais vraiment, du côté de T-Mac, c'était une très belle victoire avec les Wu late model. Il faut le dire également, là, Tim McCready, avec les derniers résultats de la série Lucas Oil, est premier dans les points là, de cette série. Donc, connaît quand même tout un début de saison. On se souvient à East Bay, n'était pas très satisfait de sa voiture. Là. Avait même dit qu'il y avait certains pilotes qui devaient peut-être avoir un coup de poing là, sur la marboulette, puisque ça n'allait pas à son goût. Là, mais depuis ce temps-là, du côté de Tim McCready, enfile les bons résultats. Là. Oui, et à chaque vidéo qu'on voit, hein, je trouve drôlement qu'il y a beaucoup de monde dans les estrades. Il y a du monde. Il y a du monde pas mal. Alors, voici le résultat des World of Outlaw. Chris Madden, Scott James, Ricky Weiss et Tyler Bruning qui terminent en 5e position chez les World of Outlaw. Et on termine notre bloc late model. Toby, tu veux nous présenter le circuit de West Virginia qui a renaît de ses cendres au cours des dernières semaines parce que c'est un circuit qui était laissé complètement à l'abandon. Oui, West Virginia, depuis 2013 qu'on n'avait pas eu de course sur ce circuit-là. Les propriétaires là, qui avaient décidé d'y aller, de laisser le circuit là, dépérir et on a décidé en 2021, on va refaire des courses. Là, vous voyez présentement les images avant. Attendez de voir les images après. On le voit, là, c'est devenu un circuit là, de très haute qualité. On a tout refait. Là. Il y avait ça, les photos, c'est de 2020. Là. C'est l'an passé, ces photos-là. Donc, il faut dire à quel point on a travaillé fort pour remettre ce circuit-là en bon état. Ça, c'est les loges. Là. Mais vraiment, là, très, très beau travail qu'on a fait de ce côté. Vous voyez, justement, là, ça, c'est la ligne droite. Là. Donc, c'était pas vraiment prêt pour faire des courses du côté de West Virginia. Mais aux États-Unis, lorsqu'on veut faire des courses et qu'on voit justement là, le promoteur là, qui a travaillé, là, Chase Watson, là, pour faire tout cette rénovation et ce retour en action de ce circuit-là. Ça fait vraiment du bien. On voulait faire des courses et on a mis tous les moyens pour en faire. Et ce qui est drôle, ça faisait 11 ans là, que c'était la même affiche là, qui était vraiment à l'abandon là, le long de l'autoroute. Et juste changer l'affiche et la remettre au goût du jour, il y a plusieurs personnes qui n'avaient même pas entendu parler que la piste elle revenait, mais en voyant que l'affiche était changée, ont été se renseigner puis ont assisté le dimanche soir, là, hier, donc, au premier programme régulier de cette piste-là. Super, quelle belle histoire. En espérant qu'un tel scénario puisse se reproduire peut-être sur un circuit apprécié des amateurs de course du Québec, le circuit de Rolling Wheels, qu'on a tous eu l'occasion de visiter lors de nos périples vers Syracuse ou Oswego. Ben, il ne se passe plus rien du côté de Rolling Wheels. C'est un site qui est désormais à l'abandon. Ça va prendre des milliers de dollars pour retaper ça, mais c'est un endroit tellement spécial où la vitesse pure est tellement belle à voir aller. Les chances que Rolling Wheels renaisse de ses cendres sont faibles, mais ce serait drôlement intéressant si ça pouvait être possible. Oui, puis on s'en souvient, lorsque Syracuse, on a mis fin là, aux 1000, on cherchait justement un circuit, puis Rolling Wheels revenait souvent de par sa configuration et du fait que c'est une piste tellement rapide. Je me souviens, là, malheureusement, j'oublie le nom, du pilote de Sprint Car qui a fait le record de piste dans les dernières années, mais c'était tout simplement dément à quel point on allait vite sur le circuit Rolling Wheels. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui se sont vraiment attachés à ce circuit-là parce qu'on a vu les plus grands courir. C'était vraiment ça devenait vraiment une tradition d'aller à Rolling Wheels durant le Super Dirt Week. Même les séries allaient là. Je me souviens, là, en Sportsman, Mathieu Desjardins avait été courir du côté de Rolling Wheels et on avait essayé là, la nouvelle surface de Cindy, là, que c'était, j'oublie son nom, Glenn Donnelly qui avait décidé de mettre ça. Puis finalement, ça n'avait pas été fameux. Mais c'est toujours plate d'avoir un circuit de course avec autant d'histoires à l'abandon. Oui, vous avez vu, là, c'est que la pointe de l'iceberg, ce que vous avez vu. Là, il y a beaucoup d'argent à mettre là. Ah oui, ça fait vraiment pitié. Dommage. Vraiment, vraiment dommage. À suivre maintenant, pour ce qui est de cette semaine, à surveiller demain soir, présentation d'une autre épreuve de la Short Track Super Series. On va se déplacer au Delaware, sur le circuit Delaware International, un très long circuit qui va recevoir la série de la Division Sud. Brett Deyo, évidemment, en est le promoteur et ce sont des événements là,
qui attirent leur lot de pilotes de renom. En principe, Stuart Friesen, théoriquement, devrait y être demain du côté de Delaware. Devrait avoir un bon spectacle et c'est présenté sur Flow Racing demain soir. Oui, on sait qu'est-ce qu'on va faire demain soir. On va tous se discuter ça en message privé. On va parler des courses. On va faire des petites gageures, Anthony. Mais Matt Shepard également a confirmé sa présence. Tous les grands noms de la STSS. Pas mal sûr que Mike Maresca va être là également. Vraiment, là, on va sûrement voir Billy Pause Jr. également. Donc, ça sera à ne pas manquer demain soir du côté de Flow Racing. Anthony, c'est peut-être le meilleur vendeur pour Flow Racing au Québec. Donc, combien ça coûte par année, Anthony? C'est 150 US. Il devrait te payer ça. Oui, tu as réussi à nous vendre ça, donc tu penses que tu peux en vendre à tout le monde. C'est vite payé, c'est certain. Il y a une offre vraiment intéressante. Puis plus la saison avance, plus il y a beaucoup de courses qui sont offertes. Puis il n'y a pas seulement qu'une course par soir. Là. Tu nous le dis, à soir, il y a des sprints, il y a des late, il y a des modifiés. Ça, tu nous fais un beau suivi, mais je pense que quelqu'un qui s'abonne justement à Flow Racing là, va en avoir pour son argent. Pas à peu près. Puis en plus, il n'y a pas juste de la course. Il y a du hockey, il y a un paquet de choses sur Flow qui est devenu la référence pour le streaming web d'événements sportifs qui ne sont pas nécessairement majeurs, qui ne passent pas à la télévision. Donc, ces gens-là ont vraiment adopté un créneau intéressant, que ce soit du judo, de la lutte, des courses de chevaux. Tu as à peu près un paquet de trucs et pour le même forfait. Alors, évidemment, moi, je m'abonne à Flow Racing, mais je peux aller regarder toutes ces plateformes-là. Il y a plusieurs pistes également là, qui sont devenues régulières sur Flow Racing, je crois, Anthony. Là. Oui, exactement. Fonda en est un. On a vu d'ailleurs des images tantôt. Fonda maintenant en direct sur Flow Racing. La piste de Georgetown également est sur Flow Racing. Et on a plein de circuits de la Pennsylvanie également qui sont là-dessus en sprint car. Port Royal est là-dessus. Lincoln est là-dessus. Donc vraiment, là, le vendredi, samedi, ça ne lâche pas. Et il y aura la piste d'Eldora qui n'a pas encore commencé à rouler cette année. Mais tu as tout à fait raison. Alors, les gros événements d'Eldora Speedway cette année seront sur Flow Racing. Bon, je pense qu'ils vont te avoir un chèque dans le mal, Anthony. Là. On va les approcher. Exact. C'est bon. Puis pour ce qui est des autres séries cette semaine, à suivre dans le Sprint Car, 3 épreuves chez les World of Outlaw. Ils sont au Missouri cette semaine pour 3 courses. Quant au All-Star, ils seront du côté de Lernerville vendredi soir, par la suite du côté de Sharon en Ohio, avant de revenir en Pennsylvanie dimanche. Donc, beaucoup d'actions en Sprint Car dans les séries majeures en fin de semaine. Et quant au World of Outlaw Late Model et Lucas Oil, là aussi, il y a des épreuves qui seront présentées. Donc, les pilotes seront à pied d'œuvre. Quant aux modifiés, c'est un petit peu plus tranquille, alors que la saison est encore toute jeune, est appelée à prendre son envol tranquillement. Donc, Delaware demain et sinon sur les pistes locales. Oui, j'invite les gens, justement, Anthony, à se brancher sur nos amis de Dirt Track Digest. Si vous voulez regarder les courses côté d'Albany-Saratoga, vendredi soir, Dirt Track Digest est présent. Donc, toujours un plaisir de voir Mike Mallette et toute son équipe là, à pied d'œuvre à présenter ses courses du côté de Malta. Et là, les pilotes vont être de retour. Là. Oui, exactement. Dirt Track Digest qui fait un travail colossal pour justement là, produire toutes ces courses-là. Il y en a qui produisent pour Flow Racing, d'autres qui font leur propre production, qu'ils vendent à la pièce en pay-per-view. Et Dirt Track Digest, c'est justement là du côté d'Albany-Saratoga. Ça complète pour ce qui est de notre émission aujourd'hui, presque 2 heures d'émission. On vous remercie tout le monde d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que c'est possible de nous écouter en balado-diffusion via Spotify dès demain matin. L'émission sera disponible. Vous pouvez la télécharger en intégralité à la maison. Vous embarquez dans votre voiture. On branche ça sur votre voiture et on écoute ça en voyagement et ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment agréable. Sinon, la vidéo sera là disponible en tout temps si vous avez manqué certains segments. Merci à tous d'avoir été là et on va se reprendre, c'est certain, lundi. Résumé à nouveau de l'actualité. On reviendra sur le Grand Prix de Formule 1 du Portugal. L'IndyCar sera également en action. Toute l'équipe sera prête à vous rendre une bonne émission lundi prochain. Merci, messieurs, d'avoir été là avec nous autres. Merci, Anthony. Et on se reparle la semaine prochaine. Un salut spécial à Pierre-Luc Savoie qui était là à la réalisation aujourd'hui, notre producteur Martin Savoie et les gars de course. On vous dit merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une autre édition de cette semaine aux courses.